La salle de réunion élégante des industries Moreau tomba dans le silence tandis qu'Amélie Dubois fixait le document devant elle, ses doigts tremblants contre la table d'acajou poli. 28 ans, diplômée en journalisme et des rêves plus grands que son compte en banque, Amélie avait été convoquée de son modeste appartement vers le gratte-ciel étincelant qui abritait l'entreprise familiale défaillante. « Ce ne peut pas être légal », murmura-t-elle, sa voix à peine audible contre le doux ronronnement de la climatisation. « Vous ne pouvez pas sérieusement attendre de moi que je fasse cela. » En face d'elle, son père Richard Dubois ajusta nerveusement sa cravate, tandis que sa mère Elisabeth gardait les yeux fixés sur ses ongles manucurés. L'avocat de la famille, un homme dont Amélie n'arrivait même pas à se rappeler le nom à travers son choc, s'éclaircit la gorge. « Les termes de la fusion sont très clairs, mademoiselle Dubois. Les industries Moreau absorberont toutes les dettes des éditions Dubois, conserveront tous les employés actuels et maintiendront le nom de votre famille sur la couverture du magazine. En échange, » il désigna le document. « En échange, j'épouse un parfait inconnu et j'ai son enfant avant le mariage. » La voix d'Amélie s'éleva tandis qu'elle se levait, en voyant sa chaise glisser vers l'arrière. « Nous ne sommes plus au 19e siècle. Les gens n'arrangent plus les mariages pour des affaires. Ma chérie, s'il te plaît, comprends. » Sa mère parla enfin, sa voix tendue de désespoir. « 300 personnes perdront leur emploi si nous ne faisons pas cela. Le cœur de ton père ne peut pas supporter un autre échec. » Amélie regarda son père, notant la pâleur de sa peau et la façon dont sa main reposait sur sa poitrine. Une habitude qu'il avait développée depuis sa crise cardiaque l'année dernière. L'entreprise familiale, une maison d'édition autrefois respectée, saignait de l'argent depuis des années, prise au dépourvu par la révolution numérique. « Et qu'est-ce que le grand Luc Moreau obtient de cet arrangement ?» demanda Amélie, son ton tranchant d'amertume. « À part une épouse qu'il n'a pas choisie et un bébé qu'il ne veut pas ?» Comme si ces mots l'avaient convoqué, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. L'homme qui entra sembla faire baisser la température de la pièce de plusieurs degrés par sa seule présence. Grand et imposant, dans un costume anthracite parfaitement taillé, Luc Moreau se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais su ce que signifiait douter de soi. « Ce que j'obtiens, mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix profonde emplissant la pièce, c'est la seule chose que l'argent ne peut acheter, la légitimité. » Amélie sentit son souffle se couper tandis qu'il s'approchait. À 35 ans, Luc Moreau était le célibataire le plus éligible et le plus insaisissable de France. Milliardaire self-made, innovateur technologique, philanthrope sur le papier. Mais les rumeurs sur ses tactiques commerciales impitoyables et sa vie personnelle froide le suivaient partout. « Le conseil d'administration de ma fondation exige que je projette une certaine image. Un homme de famille, avec de la stabilité, » continua-t-il, s'arrêtant juste assez près pour qu'Amélie puisse sentir son eau de Cologne coûteuse. « Votre famille a besoin d'argent. J'ai besoin d'une famille instantanée. C'est une simple transaction. » « Une transaction ?» répéta Amélie avec incrédulité. « Avoir un enfant n'est pas une transaction. » Les yeux bleus acier de Luc l'évaluèrent avec un détachement clinique. « Tout dans la vie est une transaction, mademoiselle Dubois. Je pensais que les journalistes comprenaient cela mieux que la plupart. » Il tendit la main devant elle pour prendre le contrat, son bras effleurant le sien. Malgré sa colère, Amélie ressentit une étincelle traîtresse d'attraction au bref contact. « Le contrat de mariage est généreux, » continua Luc, feuilletant les pages. « Les dettes de votre famille effacées, une allocation mensuelle substantielle pour vous, et la garde complète de l'enfant si vous choisissez jamais de quitter le mariage après la période minimale de 5 ans. Et la clause de grossesse ?» Amélie se força à demander, la gorge sèche. Quelque chose vacilla dans les yeux de Luc, si rapidement qu'Amélie le manqua presque. « Mon conseil croit qu'un enfant né avant le mariage paraîtrait trop scandaleux. Une mariée enceinte suggère la passion et la romance, une histoire d'amour que les médias peuvent vendre. Cela construit le récit dont nous avons besoin. Donc je suis censé tomber enceinte de vous, marcher dans l'allée avec des nausées matinales et prétendre que nous sommes follement amoureux ?» L'absurdité la fit rire malgré elle. « Quelqu'un vous a-t-il dit que vous êtes complètement fou ?» À sa surprise, le coin de sa bouche se retroussa vers le haut. « Plusieurs fois. Habituellement juste avant qu'ils acceptent mon offre.
Il remit le contrat sur la table et le fit glisser vers elle d'un doigt. « Vous avez 24 heures pour décider, mademoiselle Dubois. Je n'aime pas perdre de temps. » Sur ce, il se tourna et se dirigea vers la porte, s'arrêtant brièvement seulement pour ajouter « Pour ce que ça vaut, notre enfant ne manquerait de rien, et vous non plus. » Alors que la porte se fermait derrière lui, Amélie se laissa retomber dans sa chaise, son esprit tournant. Elle regarda ses parents, la peur dans leurs yeux, les décennies de travail acharné s'effritant autour d'eux, les centaines d'employés dont les moyens de subsistance dépendaient de sa décision. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez accepté cela, » murmura-t-elle, prenant le stylo à côté du contrat. « Je n'arrive pas à croire que j'envisage même cela. » Sa mère tendit la main à travers la table pour serrer la sienne. « La vie nous donne rarement des choix parfaits, ma chérie. Parfois, nous devons faire de notre mieux dans des situations impossibles. » Amélie fixa la ligne de signature, le poids de 300 emplois et de l'héritage de sa famille pesant sur ses épaules. Avec un soupir résigné, elle décapuchonna le stylo. « Si je fais cela, dit-elle fermement, ce sera à mes conditions. Je ne serai pas sa marionnette. » Alors qu'elle signait son nom, Amélie ne pouvait se défaire du sentiment que quelque part dans son bureau imposant, Luc Moreau célébrait déjà sa victoire, ignorant qu'elle n'avait nullement l'intention de jouer selon ses règles. 2 semaines après avoir signé sa vie sur une ligne pointillée, Amélie se retrouva debout dans le foyer du penthouse de Luc Moreau, serrant son petit sac de nuit comme un bouclier. Le portier l'avait escortée dans un ascenseur privé qui nécessitait un scan d'empreintes digitales, lui rappelant qu'elle entrait dans un monde où même l'air semblait plus raréfié. « Monsieur Moreau sera à la maison à 8 heures », l'informa la gouvernante, Madame Laurent, tout en montrant à Amélie sa chambre, une suite d'invités décorée avec goût, plus grande que tout son appartement. « Il a demandé que vous le rejoigniez pour dîner à son arrivée. » Amélie hocha la tête raidement. « Comme c'est prévenant de sa part de m'inviter à dîner dans la maison où je suis apparemment censé vivre. » Les lèvres de Madame Laurent se contractèrent légèrement. « Monsieur Moreau peut être efficace dans son style de communication. »« C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ?» marmonna Amélie, posant son sac sur un lit qui semblait appartenir à un hôtel de luxe. Après le départ de Madame Laurent, Amélie passa les heures suivantes à explorer sa cage dorée. Le penthouse occupait tout le dernier étage de l'immeuble, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur Paris. Tout était impeccablement conçu dans des tons de gris, blanc et noir, beau mais stérile, comme un musée où rien ne pouvait être touché. Exactement comme l'homme lui-même, pensa-t-elle. À 8 heures précises, Luc émergea de l'ascenseur, retirant sa veste de costume en entrant. Amélie, qui était assise dans le salon en feuilletant un magazine d'affaires avec son visage en couverture, se leva rapidement. « Vous êtes ponctuelle » remarqua-t-il, ses yeux faisant une évaluation rapide de sa robe noire simple. « J'apprécie cela. L'une de nous devrait l'être, » répliqua-t-elle froidement. « Le contrat disait que nous nous rencontrerions pour discuter des arrangements, il y a 3 jours. » Luc posa sa veste et sa mallette. « Une situation à Singapour nécessitait mon attention. Je ne m'excuse pas de prioriser un accord d'1 milliard de dollars. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'un contrat légalement contraignant comparé à un autre milliard pour la pile ? » Amélie le suivit vers la salle à manger, où la table avait déjà été dressée pour 2. À sa surprise, Luc tira sa chaise pour elle. Un geste de courtoisie qu'elle n'avait pas attendu de quelqu'un qui considérait leur relation comme purement transactionnelle. « Du vin ?» offrit-il, atteignant déjà la carafe. « Je pensais que tout le but était que je tombe enceinte, » répliqua Amélie. « Ne devrais-je pas éviter l'alcool ?» Luc s'arrêta, puis posa le vin. « Vous avez raison. Je n'y avais pas pensé. » Ils s'assirent dans un silence gênant pendant que la gouvernante servait le premier plat, une soupe délicate qu'Amélie goûta à peine. « J'ai organisé un rendez-vous médical pour demain, » dit finalement Luc, brisant le silence. « Pour confirmer votre santé avant que nous procédions. » Amélie reposa sa cuillère avec un claquement. « Vous en parlez comme d'une fusion d'entreprise, n'est-ce pas ?» Luc rencontra son regard directement. « Nous sommes tous les deux entrés dans cet arrangement avec des attentes claires. » « Claires pour vous, peut-être. » Amélie se pencha en avant. « Mais permettez-moi de rendre mes attentes également claires. Je ne serai pas traité comme une jument poulinière. Si nous faisons cela, et apparemment nous le faisons,
alors j'attends d'être traité avec respect. Quelque chose vacilla dans les yeux de Luc, surprise, peut-être, qu'elle lui tienne tête. Je n'ai jamais eu l'intention de vous manquer de respect. Pourtant, nous voilà, discutant de mon examen de santé avant que vous daigniez me toucher. Amélie se leva, jetant sa serviette sur la table. J'ai accepté cet arrangement insensé pour sauver l'entreprise de ma famille. Je n'ai pas accepté d'être déshumanisé dans le processus. Luc se leva également, sa grande silhouette imposante même à travers la table. Qu'attendez-vous exactement de moi, Amélie? De la romance? Des fleurs et des chandelles avant que je vous mette enceinte comme stipulé dans un document légal que nous avons tous les deux signé? Je veux que vous me voyiez comme une personne. Les mots jaillirent d'elle avant qu'elle puisse les arrêter. Pas comme une clause dans un contrat ou un moyen d'arriver à une fin. Luc la fixa, véritablement perplexe. Pour un moment, Amélie entrevit quelque chose sous son extérieur froid. Un homme qui pourrait vraiment ne pas comprendre comment fonctionnaient les connexions humaines. « Je vois », dit-il finalement, bien qu'il fût clair qu'il ne voyait pas. « Peut-être devrions-nous prendre du temps pour apprendre à nous connaître avant de procéder aux aspects physiques de notre arrangement. » Amélie ne put s'empêcher de rire. « Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous parlez comme un accord de conditions d'utilisation ?» À sa surprise, un petit sourire tira le coin de sa bouche. Ma dernière évaluation de performance mentionnait quelque chose de similaire. Cette lueur inattendue d'humour la désarma. Pour un moment, ils restèrent là, la tension entre eux se transformant en quelque chose de moins combatif. « Recommençons », suggéra Amélie, tendant sa main à travers la table. « Je suis Amélie Dubois. J'aime les films classiques, je déteste les olives, et apparemment je suis assez folle pour accepter d'avoir un bébé avec un étranger. » Luc hésita, puis tendit la main pour prendre la sienne. Son contact était chaud, sa paume calleuse à des endroits qu'elle n'aurait pas attendu d'un homme qui vivait dans ce genre de luxe. « Luc Moreau, je travaille trop, je dors trop peu, et selon ma sœur, j'ai l'intelligence émotionnelle d'un classeur. » Amélie ne put s'empêcher de rire, et pour le plus bref moment, le sourire de Luc atteignit ses yeux. Ils se réinstallèrent dans leur siège, l'atmosphère nettement plus légère. Alors que le dîner progressait, Amélie fut surprise de se retrouver à apprécier réellement la compagnie de Luc. Sous son extérieur froid se trouvait un intellect vif et un esprit sec inattendu. Il écouta attentivement quand elle parla de journalisme, posant des questions perspicaces qui révélaient un intérêt genuin pour son travail. Après le dîner, ils s'installèrent sur la terrasse avec le dessert, un gâteau au chocolat riche qu'Amélie loua avec enthousiasme. « La recette de ma mère », admit Luc. « La seule chose que j'ai insisté pour que Madame Laurent apprenne à faire exactement comme elle le faisait. »« Vous étiez proche d'elle » demanda Amélie, remarquant comment son expression s'adoucit à la mention de sa mère. « Elle est morte quand j'avais 15 ans, répondit-il, sa voix mesurée. « Cancer. Mon père n'a pas pu gérer, il est parti 1 mois après ses funérailles. M'a laissé élever ma sœur. » Le cœur d'Amélie se serra, à la façon matter of fact, dont il livra cette information dévastatrice. « Je suis désolé. » Luc haussa les épaules. « C'était il y a longtemps. »« Tout de même, » dit Amélie doucement. « Perdre ses parents, l'un par la mort et l'autre par choix, cela façonne une personne. C'est votre opinion professionnelle en tant que journaliste ?» Il n'y avait pas de piqûre dans ces mots, juste une curiosité genuine. « Non, » répondit-elle, juste comme quelqu'un qui sait ce que c'est d'avoir des attentes familiales compliquées. Ils tombèrent dans le silence, l'air nocturne frais autour d'eux. Les lumières de la ville s'étendaient en dessous, une tapisserie de vie se croisant de façon planifiée et accidentelle, pas différemment de leur propre étrange collision. Luc se tourna vers elle, son expression illisible dans la lumière tamisée. « Nous devrions discuter de la logistique. Le contrat spécifie une grossesse avant le mariage, mais ne dicte pas le calendrier. » Juste quand elle avait commencé à le voir comme une personne, il était revenu au mode affaires. Amélie soupira. « Toujours le romantique. »« Je n'ai jamais prétendu être romantique, » répliqua-t-il. « Clairement. » Amélie posa son assiette à dessert. « Soyons pratiques alors. Le rendez-vous médical, c'est bien. Mais je ne vais pas programmer le sexe comme une réunion d'affaires. »« Alors comment suggérez-vous que nous procédions ?» demanda Luc, sa voix descendant légèrement plus bas. «
Peut-être était-ce l'intimité de la nuit, ou le vin qu'il avait consommé pendant qu'elle s'abstenait, mais quelque chose dans son ton envoya un frisson à travers elle qui n'avait rien à voir avec la brise du soir. « Je suggère, » dit Amélie, se levant de sa chaise et se dirigeant vers l'entrée, « que vous appreniez à être un peu moins calculé. » Luc suivit son mouvement, ses yeux ne quittant jamais les siens. « J'ai construit toute ma vie sur le calcul. »« Et comment ça marche pour votre vie personnelle ?» défia Amélie, s'arrêtant au seuil. « D'après ce que je comprends, il y a une raison pour laquelle vous aviez besoin de cet arrangement en premier lieu. » Quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux alors qu'il se levait, fermant la distance entre eux avec des pas délibérés. « Vous pensez que vous m'avez cerné après un dîner ?»« Je pense, » dit Amélie, tenant bon alors qu'il s'approchait, « que vous êtes terrifié de laisser quiconque assez proche pour voir au-delà de cette façade parfaite. » Luc s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près qu'elle pouvait sentir la chaleur rayonnant de son corps. « Et vous? Vous n'avez peur de rien, c'est ça ?» Amélie déglutit difficilement, soudain très consciente de sa proximité. « J'ai peur de beaucoup de choses. Mais en ce moment, j'ai plus peur de passer les 5 prochaines années avec quelqu'un qui ne peut me voir que comme une obligation contractuelle. »« Je vous vois, Amélie, » dit Luc doucement, son regard descendant vers ses lèvres. « Peut-être plus clairement que vous ne le pensez. » L'air entre eux sembla crépiter d'électricité. Amélie savait qu'elle devrait reculer, maintenir les limites qu'elle avait été si déterminée à établir. Au lieu de cela, elle se retrouva à se balancer légèrement vers lui, attirée par une attraction qu'elle avait combattue depuis cette première rencontre dans la salle de réunion. « Prouvez-le » murmura-t-elle, le défi suspendu entre eux comme un fil électrique. Pour un moment, Luc resta parfaitement immobile, sa bataille interne visible dans le resserrement de sa mâchoire. Puis, avec une rapidité qui lui coupa le souffle, sa main encercla l'arrière de son cou et ses lèvres revendiquèrent les siennes. Le baiser ne ressemblait à rien de ce qu'Amélie avait imaginé, et elle l'avait imaginé, bien qu'elle ne l'admettrait jamais à haute voix. Il n'y avait rien de froid ou de calculé dans la façon dont Luc l'embrassait. C'était chaleur et faim, et passion à peine retenue, comme si un barrage avait éclaté en lui. Les mains d'Amélie trouvèrent leur chemin vers sa poitrine, ayant l'intention de le repousser mais se retrouvant plutôt à saisir le tissu de sa chemise pour l'attirer plus près. Son autre bras s'enroula autour de sa taille, la soulevant légèrement alors qu'il approfondissait le baiser. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant lourdement, Amélie le fixa avec choc. Luc semblait également stupéfait, sa façade soigneusement contrôlée craquait en grand. C'était... commença-t-il, sa voix rauque. « Pas dans le contrat », finit Amélie pour lui, son cœur battant la chamade. Les mains de Luc la tenaient encore près, comme s'il ne pouvait se résoudre à la laisser partir. « Non, convint-il, ça ne l'était pas. » Amélie savait qu'elle devrait s'écarter, rétablir les limites qu'elle avait été si déterminée à maintenir. Cet arrangement était déjà assez compliqué sans ajouter une attraction genuine au mélange. Au lieu de cela, elle se retrouva à se dresser sur la pointe des pieds, ses lèvres à un souffle des siennes. « Peut-être devrions-nous renégocier les termes, » murmura-t-elle. Cette fois, quand ils s'embrassèrent, il n'y eut ni hésitation ni retenue. C'était un baiser qui brisa toutes les règles qu'ils avaient établies, franchissant une ligne d'arrangement vers quelque chose de bien plus dangereux. Et alors que Luc la souleva dans ses bras pour l'emmener vers sa chambre, Amélie sut avec une certitude absolue que leur transaction soigneusement construite venait de devenir infiniment plus compliquée. Les 6 semaines qui suivirent cette première nuit explosive furent un tourbillon qui laissa Amélie luttant pour trouver son équilibre. Ce qui avait commencé comme un arrangement négocié froidement s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe. Des nuits de passion inattendue, suivies de matins où Luc se retranchait derrière ses murs, s'enfouissant dans le travail, comme s'il essayait d'oublier la vulnérabilité qu'il avait montrée dans l'obscurité. Debout dans la salle de bain du penthouse, Amélie fixa le test de grossesse dans ses mains tremblantes, les 2 lignes roses indéniables même à travers ses larmes. « Eh bien, » murmura-t-elle à son reflet, « ce n'était pas exactement comme ça que j'imaginais fonder une famille. » Elle avait toujours voulu des enfants, un jour. Après avoir établi sa carrière, trouvé l'amour, construit une vie avec quelqu'un qui la choisissait chaque jour,
Au lieu de cela, la voilà, enceinte d'un homme qui avait essentiellement acheté le droit d'être le père de son enfant. Un homme qui alternait entre chaud et froid, avec une imprévisibilité telle qu'elle ne savait jamais quelle version de Luc elle rencontrerait d'un moment à l'autre. Un coup doux à la porte la fit sursauter. « Amélie ?» La voix de Luc traversa la porte, inhabituellement hésitante. « Ça va? Vous êtes là-dedans depuis 20 minutes. » Prenant une profonde inspiration, Amélie ouvrit la porte. Luc se tenait là dans son costume impeccable, prêt pour une autre journée de construction d'empire. Son expression passant de l'impatience à l'inquiétude, alors qu'il enregistrait son visage taché de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa main atteignant automatiquement vers elle avant de s'arrêter à mi-chemin, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'offrir du réconfort. Sans un mot, Amélie tendit le test de grossesse. Luc le fixa pendant un long moment, son visage illisible. « Vous êtes enceinte », constata-t-il, sa voix soigneusement neutre. C'était le plan, n'est-ce pas? Amélie ne put empêcher l'amertume dans son ton. « Félicitations, monsieur Moreau. Votre transaction procède selon l'horaire. » Luc tressaillit presque imperceptiblement. « Je pensais que les choses avaient changé entre nous. » « Est-ce le cas ?» défia Amélie, le dépassant pour entrer dans la chambre. « Parce que de là où je me tiens, je ne fais toujours que remplir ma part d'un contrat. » Luc la suivit, sa frustration évidente dans la tension de ses épaules. « Ce n'est pas juste. Ces 6 dernières semaines ont été confuses et merveilleuses et terribles à la fois, » l'interrompit Amélie, se tournant pour lui faire face. « Une minute vous me regardez comme si j'étais la réponse à une question que vous aviez peur de poser, et la minute suivante, vous êtes de retour à être l'homme d'affaires froid et calculateur qui me voit comme rien d'autre qu'un moyen d'arriver à une fin. Ce n'est pas... » Luc passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, un geste rare de décomposure. « Ce n'est pas facile pour moi, Amélie. »« Et vous pensez que c'est facile pour moi ?» Elle désigna le test de grossesse encore dans sa main. « Je suis celle dont le corps va complètement changer. Je suis celle qui va marcher dans l'allée visiblement enceinte avec le monde entier me jugeant. Je suis celle qui va donner naissance à un enfant conçu à cause d'un accord commercial. » Luc resta silencieux pendant un long moment, son expression passant par des émotions qu'Amélie ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Finalement, il posa le test sur la commode et s'approcha d'elle lentement, comme on pourrait approcher un animal blessé. « Vous avez raison, dit-il tranquillement. J'ai été incohérent. Ce n'est pas ce que nous avions planifié pour nos vies, et je ne l'ai pas bien géré. » La vulnérabilité dans son admission prit Amélie au dépourvu. Dans les 6 semaines où ils avaient vécu ensemble, Luc n'avait jamais une seule fois reconnu une faute ou une faiblesse. « Je ne sais pas comment faire cela, » continua-t-il, sa voix basse. « Je ne sais pas comment être un mari ou un père. Mes propres exemples étaient défaillants, pour dire le moins. Et vous pensez que je sais comment être une épouse choisie pour la reproduction ?» demanda Amélie, mais le tranchant avait quitté sa voix. L'ombre d'un sourire toucha les lèvres de Luc. « Quand vous le dites comme ça, nous ressemblons à des personnages dans un roman dystopique. » Malgré elle, Amélie rit, la tension entre eux s'apaisant légèrement. Peut-être que c'est ce que nous sommes, 2 personnes essayant de naviguer une situation impossible. Luc fit un autre pas vers elle, assez proche maintenant qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne. « Pour ce que ça vaut, » dit-il doucement, « si je devais choisir quelqu'un pour être dans cette situation impossible avec, je suis content que ce soit vous. » La sincérité dans ses yeux fit battre le cœur d'Amélie traîtreusement. « Luc !» Ces mots furent coupés par la sonnerie stridente de son téléphone. Avec un regard d'excuse, Luc vérifia l'identité de l'appelant et fronça les sourcils. « C'est mon assistante, la réunion du conseil. »« Allez-y, » dit Amélie reculant. « Nous pouvons parler plus tard. » Luc hésita, visiblement déchiré entre ses responsabilités et la conversation qu'ils avaient enfin. « Dîner ?» suggéra-t-il. « Je rentrerai tôt. Nous pouvons discuter des plans de mariage. » Amélie hocha la tête, essayant d'ignorer la déception qui s'installait dans sa poitrine. Bien sûr, dîner. Après le départ de Luc, Amélie s'affaissa sur le bord du lit, sa main dérivant vers son ventre encore plat. Dans les semaines depuis cette première nuit,
Elle s'était retrouvée attirée vers Luc de façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Sous son extérieur froid se trouvait un homme d'une profondeur surprenante, intelligent, motivé, parfois même drôle dans sa façon sèche et discrète. Et dans leurs moments les plus intimes, quand ces murs soigneusement construits tombaient, elle entrevoyait la personne qu'il pourrait avoir été si la vie ne lui avait pas appris que la vulnérabilité était une faiblesse. Mais des moments comme ce matin, quand la réalité s'imposait et leur rappelait à tous deux la nature transactionnelle de leur relation, la laissait se demander s'il pourrait jamais y avoir quelque chose de vrai entre eux. 3 mois plus tard, Amélie se tenait dans la suite nuptiale du jardin sur le toit exclusif de la tour Moreau, fixant son reflet dans le miroir en pied. La robe de mariée sur mesure coulait élégamment sur son ventre enceint de 4 mois, la dentelle délicate et le drapé stratégique, créant un effet éthéré qui transformait son corps, qui changeait en quelque chose de presque mythique. « Tu es magnifique », dit Élisabeth Dubois, ajustant le voile de sa fille avec des larmes dans les yeux. Comme quelque chose sorti d'un conte de fées. Amélie essaya de sourire, mais cela n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Un conte de fées très moderne, princesse enceinte avant le mariage royal. « Amélie », gronda gentiment sa mère, « tu sais que j'aurais voulu que les choses puissent être différentes pour toi, que tu puisses te marier par amour. »« Je sais, maman. » Amélie serra la main de sa mère. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon de préparation, pas seulement pour le mariage, mais pour le récit public soigneusement orchestré de leur relation. L'équipe de relations publiques de Luc avait travaillé sans relâche, transformant leur mariage arrangé en une romance tourbillonnante pour la consommation publique. Photos d'eux lors d'événements caritatifs, candides, décontractés d'eux se promenant dans les jardins du Luxembourg. Entretiens soigneusement formulés sur comment ils étaient de tomber amoureux après s'être rencontrés par des connexions d'affaires mutuelles. L'histoire qu'ils avaient créée était si convaincante que parfois Amélie y croyait presque elle-même. Surtout lors des nuits où Luc rentrait du travail et la cherchait, non pour les apparences ou l'obligation, mais avec un désir genuin pour sa compagnie. C'étaient les moments qui la confondèrent le plus, quand la ligne entre leur arrangement et quelque chose de réel s'estompait jusqu'à ce qu'elle ne puisse dire où l'un finissait et l'autre commençait. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Son père entra, semblant distingué dans son smoking, bien que la tension des derniers mois l'ait visiblement vieilli. « Il est temps, ma chérie, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Es-tu prête ?»« Aussi prête que je le serai jamais pour épouser quelqu'un qui pourrait ou pourrait ne pas avoir de vrais sentiments pour moi, » pensa Amélie. Mais elle hocha simplement la tête, prenant le bras de son père. Le jardin sur le toit avait été transformé en un pays des merveilles hivernales, malgré le temps doux de décembre. Des fleurs blanches cascadaient de structures de cristal, créant l'illusion de chutes d'eau gelée. 200 invités, la plupart d'entre eux des associés d'affaires et des connexions sociales de Luc, remplissaient les rangées de chaises blanches, se tournant pour regarder alors qu'Amélie commençait sa marche dans l'allée bordée de fleurs. Au bout du chemin fleuri se tenait Luc, plus beau qu'aucun homme n'avait le droit de l'être dans son smoking sur mesure. Pour un bref moment qui coupa le souffle, son expression soigneusement neutre glissa alors qu'il la voyait, ses yeux s'élargissant avec ce qui ressemblait suspicieusement à un véritable émerveillement. Alors qu'Amélie s'approchait, elle devint consciente de murmures ondulant à travers les invités assemblés. Suivant quelques regards pointés, elle remarqua une femme au 3e rang, tenant une tablette, balayant ce qui semblait être des photographies, tout en murmurant urgemment à sa compagne. Au moment où Amélie atteignit le côté de Luc, les murmures s'étaient intensifiés. Luc se pencha près, ses lèvres près de son oreille. Quelque chose ne va pas. Avant qu'Amélie puisse répondre, une voix tranchante coupa à travers les murmures. « Monsieur Moreau, Mademoiselle Dubois !» Une femme avec un badge de presse se leva de son siège, tenant son téléphone. « Souhaiteriez-vous commenter ces photos qui viennent de fuiter montrant Mademoiselle Dubois quittant la clinique de fertilité du docteur Blanc 3 mois avant que votre relation soit supposément rendue publique ?» Le jardin tomba silencieux. Amélie sentit le sang se drainer de son visage alors que Luc se raidissait à côté d'elle. « Ou peut-être, » continua la journaliste,
savourant clairement le moment. Pourriez-vous expliquer pourquoi la dette des éditions Dubois a été mystérieusement effacée le jour après que ces photos aient été prises? Le père d'Amélie s'avança, son visage rouge de colère. C'est scandaleux! Comment osez-vous interrompre une cérémonie privée avec ces fabrications? Sont-ce des fabrications, monsieur Dubois? Une autre journaliste se leva. Parce que nos sources disent que toute cette relation n'est rien d'autre qu'un arrangement d'affaires. Un mariage de convenance conçu pour sauver votre entreprise et fournir à monsieur Moreau l'image familiale que son conseil de fondation exige. Le chaos éclata alors que d'autres journalistes se levèrent de leur siège, criant des questions. Le personnel de sécurité intervint, mais le mal était fait. Les appareils photo clignotèrent, capturant l'expression frappée d'Amélie et celle tonnante de Luc. Au milieu de l'agitation, la main de Luc trouva celle d'Amélie, sa prise ferme et étonnamment rassurante. Se penchant près encore, il parla directement dans son oreille, sa voix basse et intense. « Me fais-tu confiance ?» Amélie rencontra son regard, voyant non l'homme d'affaires froid qui avait proposé leur arrangement, mais l'homme qu'elle avait appris à connaître au cours des derniers mois. L'homme qui écoutait ses histoires tard dans la nuit, qui lui apportait du thé au gingembre quand les nausées matinales frappaient, qui parfois la regardait comme si elle était un puzzle qu'il était désespéré de résoudre. Lentement, elle hocha la tête. Sans avertissement, Luc se tourna pour faire face à la foule, levant sa main pour demander le silence. L'autorité dans son geste était si convaincante que l'agitation se calma progressivement. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix portant facilement à travers le jardin sur le toit. Il semble que notre mariage ait attiré quelques invités non désirés, avec une théorie intéressante sur notre relation. Il se tourna pour regarder Amélie, son expression s'adoucissant. La vérité est, ils n'ont pas entièrement tort. Une nouvelle vague de murmures balaya la foule. Le cœur d'Amélie battait dans sa poitrine, incertaine de où Luc allait avec cela. Quand j'ai d'abord approché la famille Dubois pour sauver leur maison d'édition, c'était en effet une décision d'affaires, continua Luc. Mais ce que je n'avais pas compté, c'était rencontrer Amélie. Sa main se resserra autour de la sienne alors qu'il la regardait, quelque chose de brut et d'honnête dans ses yeux. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un qui défierait chaque supposition que j'ai faite sur les relations, quelqu'un qui verrait à travers les murs que j'ai construits et exigerait plus de moi que je pensais être capable de donner. Amélie le fixa, sans voix, alors qu'il continuait. Oui, notre relation a commencé comme un arrangement. Mais quelque part en chemin, sa voix se cassa légèrement. Quelque part entre les négociations de contrat et les réunions de conseil et les conversations nocturnes sur tout et rien, je me suis trouvé à tomber pour la seule femme qui n'était pas impressionnée par mon argent ou mon pouvoir. Il se tourna vers la foule, son expression se durcissant alors qu'il s'adressait aux journalistes. Alors vous pouvez imprimer vos histoires sur les arrangements d'affaires et les cliniques de fertilité. Vous pouvez questionner nos motifs et notre timing, mais ce que vous ne pouvez pas réduire, c'est le fait que je me tiens ici aujourd'hui parce que je veux épouser la mère de mon enfant. Pas parce qu'un contrat dit que je dois, mais parce que je ne peux imaginer ma vie sans elle. Le jardin était tombé complètement silencieux, 200 personnes retenant collectivement leur souffle. Amélie sentit les larmes piquer ses yeux, incertaine si Luc jouait pour la foule ou parlait du cœur. Il se tourna vers elle, baissant sa voix pour que seule elle puisse entendre. « Je pensais chaque mot, » murmura-t-il. « Mais si tu veux partir maintenant, je comprendrai. J'honorerai toujours chaque promesse que j'ai faite à ta famille. » Amélie scruta son visage, cherchant tout signe de calcul ou de tromperie. Au lieu de cela, elle ne trouva que de la vulnérabilité et quelque chose qui ressemblait suspicieusement à l'espoir. Prenant une profonde inspiration, elle se tourna vers l'officiant en attente. « Je pense que nous étions au milieu d'un mariage, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. La tension dans les épaules de Luc s'apaisa légèrement, le soulagement clignotant sur ses traits avant que sa composure ne revienne. La cérémonie procéda avec une qualité surréelle, les invités subdués après le drame inattendu. Quand vint le temps de leurs vœux, Luc la surprit encore en mettant de côté les déclarations formellement préparées et parlant directement du cœur. Des mots d'engagement et de partenariat qui ne firent aucune grande promesse d'amour éternel.
mais offrirent à la place quelque chose peut-être plus précieux, l'honnêteté, le respect et un désir genuin de construire quelque chose de réel à partir de leur commencement non conventionnel. Quand Amélie prononça ses propres vœux, elle se trouva à répondre de la même manière, reconnaissant leur début inhabituel, tout en exprimant son espoir pour ce qu'ils pourraient devenir ensemble. Alors que Luc scellait leur mariage avec un baiser qui semblait plus genuin qu'aucun qu'ils avaient partagé auparavant, Amélie était intensément consciente des appareils photos qui clignotaient toujours, des histoires qui domineraient les gros titres de demain, de la suspicion qui les suivrait pendant des mois ou même des années à venir. Mais avec la main de Luc stable dans la sienne et leur enfant grandissant entre eux, elle se trouva étonnamment peu préoccupée par ce que le monde pourrait penser. La vérité de ce qu'ils construisaient ensemble, quoi que cela puisse s'avérer être, était plus complexe et plus intéressante qu'aucun gros titre ne pourrait capturer. « Prête à affronter les loups, Madame Moreau ?» murmura Luc, alors qu'ils se préparaient à redescendre l'allée, les appareils photos suivant chacun de leurs mouvements. Amélie redressa ses épaules, une nouvelle résolution s'installant sur elle. « C'est Mademoiselle Dubois-Moreau », corrigea-t-elle avec un petit sourire. « Eh oui, je crois que je le suis. » Alors qu'ils sortaient à travers une tempête de flashs d'appareils photos, Amélie ne put s'empêcher de penser que, bien que leur mariage puisse être sous suspicion, peut-être que la plus grande suspicion de toutes était celle qui grandissait dans son propre cœur. La suspicion que ce qui avait commencé comme un contrat pourrait d'une façon ou d'une autre, contre toute attente, se transformer en quelque chose de réel. 5 mois après leur mariage controversé, Amélie se dandina. Il n'y avait simplement pas de mots plus dignes pour cela, dans la cuisine spacieuse de leur domaine de Normandie, où Luc était assis en lisant les actualités financières du matin sur sa tablette. « Votre fils », annonça-t-elle, se baissant soigneusement dans la chaise en face de lui, « utilise ma vessie comme un trampoline. » Luc leva les yeux, un petit sourire tirant ses lèvres, alors qu'il prenait note de son apparence échevelée. « Pourquoi est-ce toujours mon fils quand il se comporte mal ?»« C'est la règle, » répliqua Amélie, acceptant avec gratitude le thé aux herbes que Madame Laurent plaça devant elle. « Tous les comportements ennuyeux sont génétiquement les vôtres. Les brillants et charmants seront les miens. » Le sourire de Luc s'élargit, ses yeux se réchauffant d'une façon qui la prenait encore au dépourvu. Dans les mois depuis leur mariage, quelque chose avait changé entre eux, une danse prudente de vulnérabilité et de retrait, de moments de connexion genuine suivis de périodes où Luc se retirerait derrière ses murs, comme s'il avait peur de combien il révélait. « La conférence de presse est à 2 heures, » lui rappela-t-il, glissant un dossier à travers la table. « Les relations publiques ont préparé nos déclarations. » Rien de trop complexe, juste le message habituel, nous sommes excités d'accueillir notre enfant. Amélie soupira, ne prenant pas la peine d'ouvrir le dossier. La conférence de presse faisait partie de leur contrôle des dégâts en cours, suite au débâcle du mariage. Malgré la déclaration passionnée de Luc à l'hôtel, la spéculation sur la nature de leur relation avait continué à les harceler. Le conseil de la fondation de Luc avait exigé une approche plus proactive pour remodeler le récit. « Je ne suis pas sûre d'être prête à jouer la famille heureuse aujourd'hui, » admit Amélie, sa main reposant sur son ventre enceint de 9 mois. « J'ai à peine dormi la nuit dernière, mes chevilles ont la taille de pamplemousse et... » Elle s'arrêta brusquement alors que Luc tendait la main à travers la table, sa main couvrant la sienne. « Nous pouvons annuler, » dit-il, la surprenant. « La fondation peut attendre. » Amélie étudia son visage, cherchant l'homme d'affaires calculateur sous le mari concerné. De plus en plus, elle trouvait difficile de dire où l'un finissait et l'autre commençait. Les derniers mois avaient révélé des couches de Luc qu'elle n'avait pas anticipées. Un sens de l'humour sec qui émergeait dans les moments calmes, une protectivité féroce qui allait au-delà de leur arrangement contractuel, des moments de tendresse qui semblaient trop genuines pour être de la performance. « Non », dit-elle finalement, « finissons-en. Promets-moi juste qu'on peut s'arrêter pour de la glace sur le chemin du retour. » Le pouce de Luc traça de petits cercles sur le dos de sa main. « Chocolat menthe avec sauce caramel. Je ferai faire un détour au chauffeur. »« Tu t'es souvenu ?» dit Amélie, étrangement touchée par cette petite preuve que Luc portait attention à ses envies. « Je me souviens de tout à ton sujet, » répliqua Luc tranquillement, puis sembla presque embarrassé par l'admission. «
retournant rapidement son attention à sa tablette. C'étaient ces moments qui confondaient le plus Amélie, des aperçus de quelque chose qui ressemblait à de l'affection genuine, suivi de retraits rapides derrière la façade professionnelle de Luc. Dans les 5 mois depuis leur mariage, ils s'étaient installés dans un partenariat qui fonctionnait étonnamment bien au niveau pratique. Luc s'était prouvé attentif à son confort physique pendant la grossesse, réorganisant son horaire exigeant pour assister à chaque rendez-vous médical, s'assurant que le penthouse et la maison de Normandie soient modifiés pour ses besoins changeants, apprenant même à cuisiner les quelques plats qui ne déclenchaient pas ses nausées matinales. Ce qui restait peu clair était combien de cette attention découlait de son sens du devoir versus quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à reconnaître. La conférence de presse se tint dans la grande salle de bal de la Tour Moreau, transformée pour l'occasion en quelque chose ressemblant à une annonce royale. Des journalistes de chaque grand média remplissaient la salle, ainsi que des investisseurs clés dans la Fondation Moreau et plusieurs membres du conseil de Luc, leur présence un rappel pas si subtil de pourquoi cet exercice de relations publiques était nécessaire. Assise à côté de Luc, à la longue table sur la plateforme surélevée, Amélie essaya d'ignorer l'inconfort dans le bas de son dos alors qu'elle souriait pour les appareils photo. Luc livra sa déclaration préparée avec une aisance pratiquée, sa main reposant protectivement sur celle d'Amélie sur la table. Un geste calculé pour un impact visuel maximum, elle en était sûre. « Nous sommes profondément reconnaissants pour l'intimité que vous nous avez accordée pendant cette période spéciale », conclut Luc, sa voix portant juste la bonne note de sincérité. Bien que les circonstances de comment notre relation est devenue publique aient été malheureuses, nous attendons avec impatience d'accueillir notre enfant au monde et de commencer ce prochain chapitre de nos vies ensemble. Comme prévu, le modérateur ouvrit le plancher pour quelques questions soigneusement présélectionnées. Tout procéda selon le script, jusqu'à ce qu'un journaliste du fond de la salle crie par-dessus les autres. « Monsieur Moreau, est-il vrai que le conseil de votre fondation a menacé de vous retirer comme PDG à moins que vous ne créiez une image plus axée sur la famille ?» La prise de Luc sur la main d'Amélie se resserra presque imperceptiblement. « J'ai peur que vous ayez été mal informé, » répliqua-t-il doucement. « Ma vie personnelle et mes responsabilités professionnelles sont des affaires entièrement séparées. » « Ce n'est pas ce que dit notre source, » persista le journaliste, tenant son téléphone. « Nous avons des copies des procès-verbaux de réunion du Conseil de l'année dernière, exprimant des préoccupations sur votre image de Playboy, sapant la mission de valeur familiale de la Fondation. » Un murmure balaya la salle, alors que le directeur des relations publiques de Luc s'avança, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Nous prendrons une dernière question de « Est-il aussi vrai ?» l'interrompit un autre journaliste, que le timing de cette grossesse a coïncidé parfaitement avec la demande de votre fondation pour la subvention Rousseau, qui favorise spécifiquement les organisations dirigées par des dirigeants axés sur la famille? Amélie sentit Luc se tendre à côté d'elle, son expression soigneusement contrôlée ne révélant rien, tandis que son langage corporel racontait une histoire différente. Elle regarda vers le côté de la salle, où l'avocat de Luc était déjà au téléphone, probablement traçant la source de la fuite. Et mademoiselle Dubois-Moreau, cria un troisième journaliste. Comment répondez-vous aux rumeurs que votre accord prénuptial inclut des augmentations de compensation spécifiques une fois que vous aurez livré un héritier en bonne santé? Le mot « héritier » frappa Amélie comme un coup physique. Est-ce ainsi que le monde voyait son enfant? Pas comme un bébé, mais comme une transaction, un moyen de sécuriser l'argent et le pouvoir? Une douleur aiguë radiait à travers son abdomen, la faisant inspirer brusquement. Luc se pencha immédiatement plus près, sa persona publique tombant alors que l'inquiétude remplissait ses yeux. « Amélie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Avant qu'elle puisse répondre, une autre douleur la saisit, plus forte que la première. Elle agrippa son ventre, soudain consciente d'une humidité chaude se répandant sous elle. « Luc, » murmura-t-elle, agrippant son bras. « Je pense que j'ai perdu les os. » Pour un moment, l'homme d'affaires composé disparut complètement, remplacé par un homme la fixant avec une panique nue. « Mais vous n'êtes pas dû avant 2 semaines. » « Dis ça à ton fils. » Haleta Amélie alors qu'une autre contraction frappait. Les quelques minutes suivantes passèrent dans un flou d'activité.
La sécurité dégagea un chemin à travers les journalistes surpris, le personnel médical apparut de nulle part. La planification d'urgence de Luc, Amélie l'apprendrait plus tard, et avant qu'elle ne le sache, elle était poussée rapidement vers l'ascenseur privé qui les emmènerait à la voiture en attente. À travers la brume de douleur croissante, Amélie était consciente de Luc à côté d'elle, sa main agrippant la sienne, sa voix inhabituellement instable, alors qu'il parlait urgemment dans son téléphone, coordonnant leur arrivée à l'hôpital. « Respire, Amélie », instruisit-il, bien qu'il semblait avoir du mal à suivre ses propres conseils. « Tout va bien aller. » « Facile à dire pour toi, » réussit-elle entre les contractions. « Tu n'es pas celui qui pousse un être humain hors de ton corps. » Un éclair de quelque chose comme la culpabilité traversa le visage de Luc. « Je suis désolé, je n'aurais jamais dû insister sur cette conférence de presse. Le stress. » « Luc » l'interrompit Amélie, serrant sa main fort alors qu'une autre contraction frappait. « Les bébés viennent quand ils sont prêts. Juste, ne me quitte pas, d'accord ?» La vulnérabilité dans sa demande sembla le stabiliser. « Je ne vais nulle part », promit-il, sa voix résolue. 12 heures plus tard, épuisée au-delà de tout ce qu'elle avait jamais vécu, Amélie tenait son fils dans ses bras pour la première fois. 3 kilos 300 grammes de nouvelle vie parfaitement formée, avec une touffe de cheveux noirs comme son père et des yeux qui, quand brièvement ouverts, avaient révélé le même bleu acier. « Il est magnifique », murmura-t-elle, traçant un doigt le long de sa petite joue. « Bonjour, petit homme. Nous t'attendions. » À côté du lit d'hôpital, Luc se tenait silencieux, fixant le bébé avec une expression qu'Amélie n'avait jamais vue auparavant, l'émerveillement mélangé à la terreur, l'amour emmêlé avec l'incertitude. « Aimerais-tu le tenir ?» demanda-t-elle doucement. Luc hésita, sa confiance habituelle, nulle part à trouver. « Je ne sais pas comment. » « Ici. » Amélie bougea, transférant soigneusement le nourrisson emmitouflé dans les bras de Luc, guidant sa main pour soutenir la tête du bébé. Juste comme ça. Luc tenait son fils avec la concentration prudente de quelqu'un manipulant du cristal inestimable, ses yeux ne quittant jamais le petit visage. « Il est si petit, » murmura-t-il, presque à lui-même. « Mais fort, » dit Amélie. L'infirmière a dit qu'il avait une excellente prise. Comme sur signal, la petite main du bébé échappa à la couverture, les doigts s'étirant jusqu'à ce qu'ils trouvent le pouce de Luc et s'enroulent autour avec une force surprenante. Quelque chose changea dans l'expression de Luc, un adoucissement, une reddition à quelque chose qu'il avait peut-être combattu tout du long. « Guillaume » dit-il tranquillement, levant les yeux vers Amélie. « D'après le grand-père de ma mère. Si tu l'aimes. » Amélie sourit, touchée par le sentiment. « Guillaume Dubois-Moreau. Je pense que ça lui va bien. » Un coup à la porte interrompit le moment. L'assistante de Luc, Nathalie, entra avec une expression d'excuse. « Je suis désolé de vous déranger, mais il y a une situation qui nécessite votre attention, monsieur Moreau. » Luc fronça les sourcils, ses bras se resserrant légèrement autour de son fils. « Ça peut attendre. »« C'est à propos du conseil, » dit Nathalie prudemment, ses yeux se déplaçant vers Amélie. « Et les documents fuités de la conférence de presse. Monsieur Dubois exige une réunion d'urgence. » Amélie vit le conflit dans le visage de Luc, l'attrait de la responsabilité contre son désir de rester avec sa nouvelle famille. « Va, » dit-elle gentiment. « Guillaume et moi serons ici quand tu reviendras. » Luc regarda Guillaume une fois de plus, puis le retourna soigneusement dans les bras d'Amélie. « Je serai aussi rapide que possible, » promit-il, pressant un baiser sur son front avant de suivre Nathalie hors de la chambre. Alors que la porte se fermait derrière lui, Amélie soupira, regardant le visage paisible de son fils. « C'est ton papa, » murmura-t-elle. « Il est compliqué et parfois impossible, mais je pense qu'il pourrait déjà t'aimer. Et c'est un début. » 3 heures plus tard, Luc revint, son expression tonnante, alors qu'il entrait à grands pas dans la chambre d'hôpital. Amélie, qui avait sommeillé avec Guillaume endormi sur sa poitrine, se réveilla en clignant des yeux à son entrée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, notant sa cravate desserrée et la tension dans ses épaules. Luc arpenta la longueur de la chambre avant de répondre. «
Dubois pense que nous devrions publier une déclaration traitant des allégations sur le timing de notre relation et la subvention Rousseau. Et tu n'es pas d'accord? J'ai dit qu'il pouvait prendre sa déclaration et... Luc s'arrêta, regardant le bébé. Disons juste que j'ai suggéré un emplacement anatomiquement improbable pour elle. Malgré son épuisement, Amélie rit. Je suppose que ça ne s'est pas bien passé? Non. Luc passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle était venue à reconnaître comme un signe d'agitation genuine. Il m'a rappelé que le conseil a l'autorité de me retirer comme PDG s'il croit que je nuis à la réputation de la fondation. Peuvent-ils faire ça? Tu l'as fondée. Avec leur argent, souligna Luc, se laissant tomber dans la chaise à côté de son lit. C'est l'accord que j'ai fait. Leur financement, ma vision, leurs règles. Amélie bougea prudemment, soucieuse du bébé endormi. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Luc resta silencieux pendant un long moment, son regard fixé sur Guillaume. Ils veulent des preuves, dit-il finalement. Des preuves de quoi? Que ceci, il fit un geste entre eux, est réel. Que notre mariage n'est pas juste un arrangement d'affaires conçu pour sécuriser du financement. Amélie sentit son cœur se serrer. Après des mois de navigation prudente de leur relation complexe, la question qu'ils avaient tous deux évitée était forcée dans l'ouvert. Et comment exactement sommes-nous censés prouver cela? Dubois a suggéré une présence plus publique. Entretien conjoint, étalage de photos de famille, tout le tralala. La voix de Luc était plate, mais Amélie détecta quelque chose sous la surface. Une hésitation, une question qu'il ne posait pas. « Et que veux-tu, Luc » demanda-t-elle directement. Il leva les yeux, rencontrant ses yeux avec une intensité inattendue. « Je veux ce qui est le mieux pour Guillaume. Et pour toi. » Ce n'est pas une réponse. Luc se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre pour fixer les lumières de la ville. « Je ne sais pas comment faire ceci, Amélie, » admit-il, son dos vers elle. « Quand nous avons fait notre arrangement, tout était clair. Paramètres définis, bénéfices mutuels, une transaction propre. Et maintenant » encouragea doucement Amélie. Luc se tourna, son expression non gardée d'une façon qu'elle témoignait rarement. « Maintenant, je me tiens dans une chambre d'hôpital avec une épouse que je ne m'attendais jamais à aimer, et un fils que je ne peux déjà pas imaginer vivre sans, tandis que l'œuvre de ma vie pend dans la balance parce que je ne peux prouver que ce qui a commencé comme un accord d'affaires n'est pas devenu quelque chose d'entièrement différent. » Amélie retint son souffle, ayant peur de briser le moment d'honnêteté entre eux. « Et l'est-ce, demanda-t-elle finalement, devenu quelque chose d'autre ?» Luc traversa la chambre vers son chevet, ses mouvements prudents alors qu'il se perchait sur le bord du matelas. Avec des doigts doux, il toucha les cheveux noirs de Guillaume, puis leva son regard vers le visage d'Amélie. « Je pense que tu sais que c'est le cas, » dit-il tranquillement. « Je ne suis juste pas sûr de quoi faire à ce sujet. » Avant qu'Amélie puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et une rafale d'activité éclata alors qu'un homme en costume froissé poussait l'infirmière surprise. « Monsieur Moreau, » annonça-t-il haletant, « j'ai trouvé la source de la fuite. » Luc se leva, instantanément de retour en mode commandement. « Et » L'homme, l'un de l'équipe de sécurité de Luc, réalisa Amélie, regarda nerveusement vers elle avant de continuer. C'était mademoiselle Moreau. Elle a accédé aux procès-verbaux des réunions du conseil et au dossier financier il y a 3 semaines. Victoria. La voix de Luc était dangereusement calme. Ma sœur a fuité ceci à la presse. L'officier de sécurité hocha la tête. Nous avons la piste numérique, et il y a plus. Il hésita, semblant de plus en plus mal à l'aise. Elle a été en contact avec votre ex-partenaire, Martin Roussel, celui qui... Je sais qui est Roussel, coupa Luc brusquement. Qu'est-ce que Victoria a à voir avec votre ex-partenaire d'affaires? Demanda Amélie, confuse par la tension soudaine de Luc. Luc ne répondit pas immédiatement, sa mâchoire travaillant alors qu'il luttait visiblement pour contrôler sa colère. Roussel était plus que mon partenaire d'affaires, dit-il finalement. Il était le premier PDG de la fondation et l'homme qui a essayé de détourner 20 millions d'euros de celle-ci il y a 5 ans. L'argent qui était supposé financer les hôpitaux pour enfants en Afrique du Nord, ajouta l'officier de sécurité.
Amélie haleta doucement, se souvenant du scandale qui avait fait les gros titres il y a des années. Avant qu'elle sache que Luc était plus qu'un nom dans les pages d'affaires. « Tu l'as dénoncé », se rappela-t-elle. « Il est allé en prison. »« Il a été libéré il y a 6 mois », confirma l'officier. « Et selon ses communications, lui et mademoiselle Moreau croient qu'ils peuvent de prouver que votre mariage a été orchestré spécifiquement pour sécuriser la subvention Rousseau, ce qui violerait les directives éthiques de la subvention. »« Mais ce n'est pas... » commença Amélie, puis s'arrêta. N'était-ce pas exactement ce qui s'était passé? Leur mariage avait été arrangé précisément pour créer l'image familiale dont Luc avait besoin. Luc dut suivre son train de pensée, parce qu'il congédia l'officier de sécurité d'un hochement de tête brusque avant de se retourner vers elle, son expression grave. « Ce n'est pas si simple, Amélie. Oui, l'arrangement initial était calculé, mais ce qu'il suggère est bien pire, que j'ai délibérément tout chronométré pour coïncider avec la demande de subvention, que j'ai essentiellement commis une fraude. « L'as-tu fait » demanda tranquillement Amélie, ayant besoin d'entendre la vérité. Luc tint son regard fermement. La Fondation a postulé pour la subvention Rousseau il y a 3 ans. Nous avons été dans la phase de considération finale pendant les 18 derniers mois. Le timing de notre arrangement n'avait rien à voir avec cela. Le soulagement la traversa, suivi immédiatement par la confusion. Alors pourquoi avais-tu besoin de l'image familiale si urgemment? Pourquoi approcher ma famille quand tu l'as fait? Quelque chose changea dans l'expression de Luc, une vulnérabilité qui le fit paraître soudain plus jeune. Parce que Roussel était libéré, dit-il simplement. Et je savais qu'il viendrait après moi, essaierait de saper tout ce que j'ai construit. Le conseil était déjà nerveux à propos de sa libération et de la publicité potentielle. Quand ils ont commencé à questionner mon engagement envers les valeurs de la Fondation, suggérant que je n'incarnais pas la mission axée sur la famille que nous promouvons, « Tu as décidé d'acquérir une famille toute faite », finit Amélie pour lui. « Ça sonne terrible quand tu le dis comme ça. »« C'est terrible, Luc. » Amélie secoua la tête, essayant de donner du sens à cette nouvelle information. « Mais pourquoi ne me l'aurais-tu pas dit dès le début ?» Luc s'affaissa de nouveau dans la chaise à côté de son lit, paraissant soudain épuisé. Aurais-tu accepté si tu avais su la situation complète, que tu étais amené non seulement dans un arrangement d'affaires, mais dans un scandale potentiel impliquant un ex-détenu avec une vendetta? Je ne sais pas, admit Amélie, mais je méritais la chance de prendre cette décision moi-même. Guillaume remua contre sa poitrine, faisant de petits bruits de mécontentement qui escaladèrent bientôt en un cri à pleine gorge. Luc regarda impuissant alors qu'Amélie apaisait le bébé. Son expression un mélange complexe de regret et quelque chose qui ressemblait presque à l'envie. « Je pense, dit-il prudemment une fois que Guillaume s'était calmé, que j'ai mal approché tout ceci depuis le début. Ceci signifiant « nous ». Luc fit un geste entre eux. Notre arrangement. Guillaume. Tout cela. Amélie attendit, sentant qu'il travaillait vers quelque chose d'important. J'ai passé toute ma vie adulte à traiter les relations comme des transactions, continua Luc, sa voix basse, évaluant la valeur, atténuant les risques, maximisant le retour. C'est comme ça que j'ai construit mon entreprise. C'est comme ça que j'ai survécu après que mes parents soient partis. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes comme en prière. Mais je commence à penser que certaines choses ne peuvent pas être quantifiées ou contenues dans des contrats. Certaines choses nécessitent la foi. Le mot semblait étranger dans sa bouche, comme s'il parlait une langue qu'il comprenait à peine. Amélie resta silencieuse, lui donnant l'espace pour continuer. « Quand Guillaume est né aujourd'hui, dit Luc, sa voix s'adoucissant, quand je l'ai tenu pour la première fois, j'ai réalisé que tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai accompli, ne signifie rien comparé à lui. Et à toi, ajouta-t-il, rencontrant ses yeux directement. Le cœur d'Amélie bégaya dans sa poitrine. « Luc, laisse-moi finir, dit-il gentiment. J'ai besoin de dire ceci pendant que j'ai encore le courage. » Il prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si ce qui est entre nous est l'amour, Amélie. Je ne suis même pas sûr que je le reconnaîtrais si c'était le cas. Mais je sais que la pensée de vous perdre, toi et Guillaume, me terrifie plus que perdre la fondation, ou l'entreprise, ou n'importe quoi d'autre que j'ai jamais construit.
Il tendit la main pour la sienne, ses doigts chauds contre les siens. Alors peut-être qu'au lieu d'essayer de prouver au Conseil que ce qui a commencé comme un arrangement d'affaires est devenu réel, nous devrions nous concentrer sur découvrir ce que nous voulons réellement que ce soit. Pas pour eux, pas pour la presse, mais pour nous. Amélie le fixa, les larmes brouillant sa vision. Dans tous leurs mois ensemble, à travers la grossesse et le mariage et l'examen public, c'était la fois où Luc avait été le plus honnête avec elle, et avec lui-même. « Je pense, dit-elle prudemment, sa voix épaisse d'émotion, que ça sonne comme un très bon endroit pour commencer. » Le téléphone de Luc vibra avec insistance dans sa poche. Avec un regard d'excuse, il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « C'est Dubois encore. Le Conseil veut une réunion d'urgence demain matin. »« Va, dit Amélie. Gère la crise. Guillaume et moi serons ici quand tu auras fini. » Luc hésita, visiblement déchiré. « Cette conversation n'est pas finie, dit-il finalement, se levant. Nous avons beaucoup plus à découvrir. Nous avons le temps, l'assura Amélie. Nous n'allons nulle part. » Alors que Luc se penchait pour embrasser d'abord le front de Guillaume et puis, après un moment d'hésitation, les lèvres d'Amélie, un geste bref et tendre qui se sentait plus intime que leur nuit passionnée, Amélie se trouvait à penser que peut-être ce qui avait commencé comme un contrat devenait en effet quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Et alors que Luc s'arrêtait à la porte pour un dernier regard vers sa femme et son fils nouveau-né, Amélie aperçut quelque chose dans son expression qui lui donnait espoir pour ce qui viendrait ensuite. Pas le calcul ou l'obligation, mais quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'amour. Les 6 premières semaines de la vie de Guillaume passèrent dans un flou de nuits sans sommeil, de changements de couches et de moments de tendresse qui coupaient le souffle et prenaient Amélie par surprise. Elle s'était attendue à ce que la maternité soit difficile, avait lu tous les livres, assisté aux cours, s'était préparée aux demandes physiques et émotionnelles, mais rien ne l'avait préparée à combien complètement cette petite personne revendiquerait son cœur. Ce qu'elle n'avait pas attendu était comment la paternité transformerait Luc. L'homme d'affaires impitoyable qui avait autrefois programmé sa vie en intervalles de 15 minutes passait maintenant des heures à simplement regarder Guillaume dormir, son doigt serré dans la petite main du bébé. L'homme qui n'avait jamais été en retard pour une réunion de sa vie avait 2 fois manqué des appels du Conseil parce qu'il était trop absorbé à donner un bain à son fils. Et les murs soigneusement construits qui avaient regardé le monde à distance pendant si longtemps semblaient s'effriter un peu plus chaque fois que Guillaume souriait. « Je pense qu'il se moque de ma cravate », observa Luc un matin alors qu'il se penchait sur le berceau du bébé, habillé pour son premier jour de retour au bureau depuis la naissance de Guillaume. Amélie, encore en robe de chambre et bougeant lentement après une autre nuit de sommeil interrompue, sourit à la vue du PDG puissant faisant des grimaces à leur fils. « C'est une cravate particulièrement sérieuse », convint-elle, traversant la chambre pour se tenir à côté de lui. Luc lui jeta un coup d'œil, son expression s'adoucissant. « Tu devrais retourner au lit. Madame Laurent peut le surveiller pendant quelques heures. »« Je vais bien », insista Amélie, même en étouffant un bâillement. Luc lui donna un regard connaisseur. « Tu étais debout avec lui à 2 heures, et encore à 4. Je t'ai entendu lui chanter. » « Eh bien, quelqu'un devait chanter. Ton répertoire semble limité au jargon d'affaires mis sur des airs de berceuse. » Il semblait apprécier ma version de projection trimestrielle, se défendit Luc avec un sérieux moqueur, le sourire qui avait autrefois été si rare venant maintenant facilement. Amélie rit, s'appuyant légèrement contre lui alors que la fatigue la lavait. Sans hésitation, le bras de Luc s'enroula autour d'elle, stable et soutenant. « Je le pense vraiment, » dit-il doucement. « Retourne au lit. La fondation survivra si je suis un peu en retard aujourd'hui. » La tendresse dans sa voix fit mal à sa poitrine. Dans les semaines depuis la naissance de Guillaume, quelque chose avait changé entre eux. La conversation qu'ils avaient recommencée à l'hôpital n'avait pas été formellement continuée. La vie avec un nouveau-né laissait peu de temps pour des discussions profondes sur les relations, mais de 1000 petites façons, Luc lui avait montré qu'il pensait ce qu'il avait dit. Il avait installé un lit de camp dans la chambre d'enfant pour pouvoir prendre des tours de nuit avec Guillaume, insisté pour changer les couches malgré son ineptitude initiale,
et réarranger tout son horaire pour être à la maison pour l'heure du bain chaque soir. Plus que cela, il avait commencé à partager des parties de lui-même qu'elle n'avait jamais vues auparavant, des histoires de son enfance, des vulnérabilités sur ses peurs en tant que père, des moments calmes de connexion qui ne nécessitaient aucun mot. Ce dont ils n'avaient pas discuté était le statut de leur relation, ou la crise en cours avec le conseil de la Fondation. Luc avait géré les retombées de la trahison de Victoria et l'examen renouvelé de leur mariage. Mais il avait été prudent de protéger Amélie des détails, insistant qu'elle se concentre sur sa récupération de l'accouchement et le lien avec Guillaume. « La réunion du conseil est aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Amélie, se rappelant la notation qu'elle avait vue sur son calendrier. Celle pour discuter de la subvention Rousseau. Le bras de Luc se resserra légèrement autour d'elle. « Oui. » Délibération finale. Dubois annoncera leur décision cet après-midi. « Es-tu inquiet ?» Elle étudia son visage, notant la tension autour de ses yeux, malgré son comportement détendu avec Guillaume. « Préoccupé, admit-il. Victoria et Roussel ont fait des dégâts considérables. Le comité d'éthique a examiné notre demande à la lumière de leurs allégations. » Amélie se mordit la lèvre, la culpabilité la lavant. « C'est tout à cause de notre arrangement. » « Si tu n'avais pas eu besoin de créer une image familiale, non ?» l'interrompit Luc fermement. « C'est parce que Roussel est un criminel vindicatif qui ne pouvait pas supporter que j'ai construit quelque chose de significatif sans lui, et parce que ma sœur ne m'a jamais pardonné de l'avoir dénoncé. » Il secoua la tête. Victoria était amoureuse de lui. Elle a cru ses mensonges plutôt que son propre frère. « Tu ne parles jamais d'elle, » dit doucement Amélie. L'expression de Luc s'assombrit. « Après la mort de nos parents, je l'ai élevée. Je l'ai envoyée à l'école. Je lui ai donné une position à la fondation. Je lui ai fait entièrement confiance. La trahison dans sa voix était brute. Et elle a remboursé cela en aidant l'homme qui a essayé de voler à des enfants malades. » Impulsivement, Amélie tendit la main pour toucher son visage, ses doigts doux contre le chaume sur sa mâchoire. « Je suis désolé. » Luc se pencha dans son contact, ses yeux se fermant brièvement. « Ne le sois pas. La famille n'est pas toujours qui on est avec. » Il ouvrit les yeux, son regard descendant vers Guillaume. Parfois c'est qui on choisit. Le poids de ses mots pendait entre eux, plein de significations qu'aucun n'était tout à fait prêt à articuler. Le cœur d'Amélie battait plus vite alors que les yeux de Luc retournaient vers les siens, quelque chose de non dit passant entre eux. Le moment fut brisé par le cri soudain de Guillaume, son petit visage se plissant de faim. Luc recula à regret, vérifiant sa montre. « Je devrais y aller, » dit-il, bien qu'il ne fît aucun mouvement pour partir. « Bonne chance avec le conseil, » dit Amélie, soulevant Guillaume de son berceau. Luc les regarda un moment de plus, son expression illisible. Puis, avec une détermination qui lui rappela l'homme d'affaires qu'elle avait rencontré pour la première fois, il se pencha pour presser un baiser sur la tête de Guillaume, suivi d'un sur les lèvres d'Amélie. Bref, mais indubitablement tendre. « Je serai à la maison pour le dîner, » promit-il. Et puis il était parti, laissant Amélie se demander si la chaleur dans ses yeux avait été son imagination ou quelque chose de plus. L'appel vint peu après le déjeuner, pendant qu'Amélie installait Guillaume pour sa sieste. La voix de Luc semblait tendue quand elle répondit, la mettant instantanément en alerte. « Peux-tu me rencontrer au bureau de la Fondation ?» demanda-t-il sans préambule. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » « Maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Amélie regarda Guillaume, dormant paisiblement dans son berceau. « Le conseil a pris sa décision à propos de la subvention, » dit Luc, son ton ne révélant rien. « Et il y a une situation qui nécessite aussi ton attention. »« Une situation ?» répéta Amélie, confuse. « C'est mieux si j'explique en personne, » dit Luc. « Amène Guillaume. La voiture sera là dans 20 minutes. » Avant qu'elle puisse poser plus de questions, il mit fin à l'appel, laissant Amélie fixer son téléphone avec perplexité. Avec un soupir, elle commença à rassembler les affaires de Guillaume, calculant mentalement combien de temps il dormirait avant d'avoir besoin d'être nourri encore. Fidèle à la parole de Luc, la voiture arriva précisément à l'heure. Alors que le chauffeur l'aidait à sécuriser le porte-bébé de Guillaume sur la banquette arrière, Amélie remarqua 2 SUV aux vitres teintées prendre position derrière eux. Le détail de sécurité de Luc,
rarement utilisé sauf pour les événements de haut profil. « Tout va bien, Thomas ?» demanda-t-elle au chauffeur, soudain inquiète. « Juste suivant les protocoles, Madame Moreau », répliqua-t-il de façon non engageante, ce qui ne fit rien pour apaiser son inquiétude. Le trajet vers le siège de la Fondation Moreau prit 30 minutes dans le trafic de mi-journée. Quand ils arrivèrent, Amélie fut surprise de voir Luc lui-même attendant au trottoir, son expression tendue alors qu'il scannait la rue, avant d'ouvrir la porte de la voiture lui-même. « Luc, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, alors qu'il l'aidait à sortir, sa main ferme à son coude. « À l'intérieur », dit-il de façon laconique, hochant la tête vers l'équipe de sécurité qui s'était matérialisée autour d'eux. Un homme prit le porte-bébé d'Amélie, protégeant Guillaume, avec une efficacité pratiquée alors qu'il se déplaçait rapidement à travers le hall vers l'ascenseur privé. Ce ne fut que quand ils furent en sécurité enfermés dans le bureau au dernier étage de Luc, l'équipe de sécurité positionnée à l'extérieur, que la patience d'Amélie s'épuisa. « Tu me fais peur », dit-elle brutalement, prenant Guillaume de son porte-bébé et le tenant protectivement contre sa poitrine, bien qu'il continue à dormir paisiblement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Luc passa une main dans ses cheveux, le geste trahissant son agitation. « La réunion du conseil ne s'est pas passée comme attendu, » commença-t-il, arpentant la longueur de son bureau spacieux. « Ils ont rejeté la demande de subvention, » devina Amélie, son cœur se serrant. « Luc, je suis tellement désolé. »« Non, » corrigea-t-il, s'arrêtant pour lui faire face. « Ils l'ont approuvé, à l'unanimité. » Amélie cligna des yeux de surprise. « Mais c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Pourquoi as-tu l'air comme si quelqu'un était mort ?» Luc se dirigea vers son bureau, tapant une touche pour réveiller l'écran de son ordinateur. À cause de ce qui s'est passé après le vote. Il lui fit signe de le rejoindre. « Tu dois voir ceci. » Sur l'écran était une vidéo en pause, un reportage d'actualité, réalisa Amélie, alors que Luc appuyait sur lecture. « Nouvelle de dernière heure dans la controverse en cours de la Fondation Moreau, » commença le journaliste, se tenant devant ce qu'Amélie reconnut comme le bâtiment où il se trouvait actuellement. Des sources proches du conseil de la Fondation confirment que le comité d'éthique a approuvé la demande controversée de subvention Rousseau malgré les allégations d'irrégularité entourant la vie personnelle du PDG Luc Moreau. La vidéo coupa vers des images de Luc et Amélie quittant l'hôpital avec Guillaume, leur visage capturé en gros plan intime alors que Luc guidait protectivement sa nouvelle famille à travers une foule de photographes. Mais dans un développement stupéfiant, continua le journaliste, des preuves ont émergé suggérant que Victoria Moreau, la sœur estrangée de Moreau et ancienne dirigeante de la Fondation, pourrait avoir fabriqué des preuves dans une tentative de discréditer son frère. L'écran se divisa pour montrer la photo professionnelle de Victoria à côté d'un homme qu'Amélie ne reconnaissait pas, présumément Martin Roussel, l'ancien partenaire de Luc. Selon des documents obtenus exclusivement par ce réseau, Moreau est l'ancien PDG de la Fondation Martin Roussel, qui a purgé 3 ans pour détournement de fonds, aurait créé de fausses communications entre Moreau et les dirigeants des éditions Dubois pour suggérer que leur mariage était chronométré spécifiquement pour influenceur le comité de subvention. Luc mit la vidéo en pause, se tournant pour évaluer la réaction d'Amélie. Il y en a plus, mais c'est l'essentiel. Victoria et Roussel ont été exposés. La fondation est en sécurité. C'est merveilleux, dit Amélie, encore confuse par sa tension. Mais pourquoi le détail de sécurité? Pourquoi précipiter Guillaume et moi ici? La mâchoire de Luc se resserra. À cause de comment les preuves ont été obtenues. Il reprit la lecture de la vidéo. Les documents révélant la tromperie de Moreau et Roussel, expliqua le journaliste, ont été livrés anonymement à tous les grands médias ce matin, ainsi que des preuves suggérant que le couple avait planifié de détourner de la nouvelle subvention Rousseau, exactement comme Roussel avait tenté il y a 5 ans. La vidéo coupa vers un journaliste différent, se tenant devant un commissariat de police. Victoria Moreau a été mise en garde à vue il y a 1 heure sous des accusations de conspiration et d'espionnage corporatif. Martin Roussel, qui était déjà en liberté conditionnelle, est également recherché par les autorités. Dans une déclaration écrite, Mademoiselle Moreau nie toutes les allégations et prétend être piégée par son frère. Luc arrêta la vidéo encore, son expression sombre. « Quelqu'un les a piégés », dit-il tranquillement.
quelqu'un avec accès aux communications privées de Victoria et aux dossiers financiers de Roussel. Quelqu'un qui savait exactement quelles preuves non seulement innocenteraient et la Fondation, mais détruiraient complètement leur crédibilité. L'esprit d'Amélie tournait alors qu'elle traitait les implications. Tu penses que quelqu'un les fait chanter? Mais qui aurait les ressources ou la motivation pour? Elle s'arrêta au milieu de sa phrase alors qu'une nouvelle possibilité lui vint. Luc, tu n'as pas... Bien sûr que non, dit-il brusquement. Je ne pardonne peut-être pas la trahison de Victoria, mais c'est toujours ma sœur. Je ne l'enverrai jamais en prison. Alors qui? Luc se dirigea vers la fenêtre, fixant la ville en dessous. C'est ce que j'essaie de découvrir depuis que les nouvelles ont éclaté il y a 3 heures. Qui avait les moyens, le motif et l'opportunité d'orchestrer quelque chose d'aussi complet? Guillaume remua contre la poitrine d'Amélie, faisant de petits bruits de réveil. Elle l'apaisa automatiquement, son esprit encore traitant les implications de ce qu'elle venait d'apprendre. Tu as dit que le Conseil a approuvé la subvention à l'unanimité, dit-elle lentement. Même Dubois? Luc hocha la tête. Il a été le premier à voter en faveur, en fait. Il a dit que le comité d'éthique n'avait trouvé aucune preuve de méfait de ma part. Un changement de cœur plutôt pratique, observa Amélie, surtout considérant à quel point il était déterminé à prouver que notre mariage était une farce. Luc se tourna de la fenêtre, son expression changeant alors qu'il suivait son train de pensée. Dubois a été au Conseil depuis la création de la Fondation, dit-il lentement. Il était là quand Roussel a été pris en train de détourner. Et il aurait accès à tous les dossiers de la Fondation, ajouta Amélie, y compris les communications de Victoria pendant qu'elle y travaillait. Mais pourquoi ferait-il cela? Luc secoua la tête. Dubois a toujours été mon critique le plus dur au Conseil. C'est lui qui a poussé le plus fort pour l'exigence d'image familiale en premier lieu. Amélie ajusta Guillaume alors qu'il commençait à s'agiter pour de bon. Peut-être que c'est exactement pourquoi, suggéra-t-elle. Pour tester ton engagement. Les sourcils de Luc se froncèrent. C'est un sacré test. Tu as dit que la mission de la Fondation était personnelle à tous les membres du Conseil, lui rappela Amélie. Que chacun d'eux avait perdu quelqu'un à cause des maladies que vos hôpitaux traitent. La fille de Dubois, dit Luc tranquillement. Elle est morte de leucémie il y a 20 ans. C'est pourquoi il a investi dans la Fondation pour commencer. Alors peut-être que ce n'était pas à propos de tester ton acumène commercial, suggéra Amélie. Peut-être que c'était à propos de s'assurer que la personne dirigeant la Fondation se soucie réellement de la famille autant que la déclaration de mission le prétend. Luc resta silencieux pendant un long moment, considérant ces mots. Si tu as raison, cela signifie qu'il a orchestré toute cette situation. La pression à propos de mon image publique, l'examen de notre relation, tout cela, juste pour voir comment je réagirais. Et comment as-tu réagi? Demanda doucement Amélie. Quand tu as fait face à perdre tout ce que tu as construit, qu'as-tu priorisé? Les yeux de Luc rencontrèrent les siens, la compréhension s'éveillant en eux. Guillaume, dit-il simplement. Et toi? La porte du bureau s'ouvrit avant qu'Amélie puisse répondre, admettant l'assistante de Luc. Monsieur Moreau, la presse se rassemble en bas pour votre déclaration, dit-elle. Et Monsieur Dubois demande à vous voir avant que vous vous adressiez à eux. Luc hocha la tête. Faites-le entrer. Alors que l'assistante se retirait, Luc traversa vers où Amélie se tenait, tendant la main pour prendre Guillaume, qui avait commencé à pleurer pour de bon. À sa surprise, le bébé se calma presque immédiatement dans les bras de son père. « Il sait qui est son père », observa une nouvelle voix de l'entrée. Harold Dubois, président du conseil et adversaire de longue date de Luc, se tenait en les regardant avec une expression illisible. Dans ses 70 ans, avec une touffe de cheveux blancs et des yeux pénétrants, il portait lui-même avec l'autorité d'un homme habitué au pouvoir. « Vous avez organisé ceci, » dit Luc sans préambule. « Tout cela. » Dubois ne confirma ni ne nia l'accusation. « La presse attend une déclaration du PDG à propos de l'approbation de la subvention, » dit-il à la place. « Et à propos de la situation malheureuse avec votre sœur. »« Avez-vous piégé Victoria ?» demanda Luc, son bras se resserrant protectivement autour de Guillaume. « J'ai exposé la vérité, » corrigea Dubois. « Elle et Roussel planifièrent de détourner de la subvention. Les preuves sont genuines, même si le timing de leur découverte était orchestré. »« Mais pourquoi ?»
demanda Luc, sa voix dangereusement calme. Pourquoi faire passer ma famille par cela? Le regard de Dubois se déplaça de Luc vers Amélie, vers Guillaume, les évaluant comme une unité. Parce que la famille est la fondation de tout ce que nous construisons, dit-il simplement. Et j'avais besoin de savoir si vous compreniez cela. Alors c'était tout un test élaboré? Amélie ne put garder la colère de sa voix. Vous nous avez fait passer par des mois d'examen et de jugement public, juste pour voir comment Luc réagirait. Non, mademoiselle Dubois-Moreau, répliqua Dubois, son ton s'adoucissant légèrement. Je l'ai fait pour voir qui Luc Moreau était vraiment. L'homme que j'ai observé pendant les 15 dernières années était brillant, motivé et complètement seul. Il construisait des hôpitaux mais n'avait pas de foyer. Il sauvait des vies mais n'avait pas de vie. Il s'avança plus loin dans le bureau, ses yeux ne quittant jamais le visage de Luc. Quand vous nous avez dit que vous vous mariez, je n'y ai pas cru que c'était réel. Quand vous avez annoncé la grossesse, j'étais convaincu que c'était un mouvement calculé pour sécuriser l'approbation du Conseil. Et je ne pouvais pas confier une mission humanitaire d'1 milliard d'euros à quelqu'un qui utiliserait un enfant comme stratégie commerciale. Alors vous avez poussé, dit Luc, la compréhension s'éveillant dans son expression. Vous avez questionné la relation, fuité des informations à la presse, fait pression sur le Conseil pour exiger des preuves. J'avais besoin de voir ce que vous feriez quand tout ce que vous avez construit était menacé, confirma Dubois. Si vous sacrifieriez votre famille pour sauver la fondation, ou sacrifieriez la fondation pour protéger votre famille. Et demanda tranquillement Luc. Un petit sourire toucha les traits austères de Dubois. Et vous les avez choisis, chaque fois, sans hésitation. Il regarda Guillaume, maintenant dormant contentement dans les bras de Luc. Le Luc Moreau que je connaissais il y a 5 ans aurait jeté n'importe qui sous le bus pour protéger son empire. L'homme debout devant moi maintenant brûlerait tout pour garder son fils en sécurité. Luc et Amélie échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre eux qui parlait de volume sur combien ils avaient parcouru. La presse attend, leur rappela Dubois, se dirigeant vers la porte. Ils voudront entendre du PDG à propos de l'approbation de la subvention et ce que cela signifie pour l'avenir de la fondation. « Et Victoria » demanda Luc. « Qu'est-ce qui lui arrive » Dubois s'arrêta. « Cela dépend de vous. Les preuves contre elle sont réelles, mais comment elles sont utilisées est négociable. C'est votre sœur, après tout. » Alors que Dubois partait, fermant la porte derrière lui, Amélie se tourna vers Luc, traitant encore tout ce qu'ils venèrent d'apprendre. « Alors, tout ceci, la pression à propos de votre image, l'examen de notre mariage, c'était Dubois testant si vous étiez devenu quelqu'un digne de la mission de la Fondation ?» Luc regarda Guillaume, encore dormant paisiblement dans ses bras. « Pas digne de la Fondation, corrigea-t-il tranquillement. Digne de ce qu'elle représente, famille, soins, mettre les autres avant soi-même. » Il leva les yeux, rencontrant le regard d'Amélie avec une nouvelle clarté. Toutes les choses que je ne comprenais pas quand nous avons fait notre arrangement. Amélie s'approcha, touchant la petite main de Guillaume. Et maintenant, le bras libre de Luc encercla sa taille, l'attirant contre lui, jusqu'à ce qu'ils soient tous les trois tenus dans une seule étreinte. Maintenant, je comprends que ce qui a commencé comme un contrat est devenu la chose la plus précieuse de ma vie. Pas parce que cela a sauvé la fondation ou sécurisé la subvention, mais parce que cela m'a donné vous deux. Il la regarda, son expression plus ouverte qu'elle ne l'avait jamais vue. Je ne sais pas si c'est comme ça que l'amour est supposé se sentir, Amélie. Je n'ai aucun point de référence, aucune expérience passée à laquelle le comparer. Tout ce que je sais, c'est que quand je pense à ma vie avant vous et Guillaume, elle semble vide de façon que je n'ai jamais reconnue. Et quand je pense à un futur sans vous, il semble insupportable. Amélie sentit son cœur gonfler alors qu'elle reconnaissait la vérité dans ses mots. Une vérité qu'elle ressentait elle-même dans les moments calmes entre les tétés de minuit et les câlins du petit matin. Ce qui avait commencé comme un arrangement de convenance mutuelle avait grandi en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé, une vraie famille, construite non sur des contrats et des conditions, mais sur des expériences partagées et une confiance grandissante. « Je pense, dit-elle doucement, tendant la main pour toucher son visage, que c'est exactement comme l'amour est supposé se sentir.
Le baiser qu'ils partagèrent alors était différent de tous ceux qui étaient venus avant, non poussé par l'attraction physique ou la connexion momentanée, mais par quelque chose de plus profond et plus durable. Un choix, fait librement, de construire quelque chose de réel de leur commencement non conventionnel. Quand ils se séparèrent, Luc la regarda avec une nouvelle détermination. « La presse attend une déclaration à propos de la fondation et de la subvention, » dit-il. « Mais je pense qu'il mérite toute l'histoire, notre histoire. Plus de récits soigneusement créés ou de personas publics. »« Es-tu sûr ?» demanda Amélie. « Une fois que tu dis la vérité sur comment nous avons commencé… » « Je n'ai pas honte de comment nous avons commencé, » l'interrompit Luc gentiment. « Seulement de combien de temps il m'a fallu pour reconnaître ce que nous devenions. » Alors qu'ils se préparaient à affronter la presse ensemble, Guillaume en sécurité entre eux, Amélie réfléchit sur l'étrange voyage qui les avait amenés à ce point. Ce qui avait commencé comme un contrat, froid, calculé, clairement défini, s'était transformé en quelque chose de confus et compliqué, et infiniment plus précieux. Pas la fin de conte de fées qu'elle avait autrefois rêvé, peut-être, mais une fin inattendue qui se sentait plus authentique que n'importe quel fantasme. Une histoire d'amour construite non sur une romance parfaite, mais sur le choix quotidien de se voir, de grandir ensemble, de créer quelque chose de réel d'un commencement artificiel. Et alors qu'ils montaient dans l'ascenseur qui les emmènerait vers les caméras en attente, la main de Luc stable dans la sienne et leur fils bercé entre eux, Amélie réalisa que parfois les fins les plus inattendues étaient celles qui valaient la peine d'attendre. Épilogue. 1 an plus tard. Guillaume Dubois-Moreau ne mange pas ça. Amélie se précipita à travers la couverture de pique-nique, secourant une poignée d'herbe de la prise déterminée de son fils avant qu'elle n'atteigne sa bouche. Je jure, si ça existe, il veut le goûter. Luc gloussa, regardant son fils maintenant âgé d'1 an ramper déterminément vers le prochain objet intéressant sur son chemin, une feuille colorée qui était tombée du chêne ombrageant leur pique-nique. Il est curieux, c'est une bonne qualité chez un futur PDG. Futur PDG? Amélie leva un sourcil. Hier tu étais convaincu qu'il allait être journaliste primé et avant-hier juge à la Cour de cassation. Je garde ces options ouvertes, répliqua Luc avec un sourire, s'étirant sur la couverture pour intercepter l'expédition de rampement de Guillaume. Le bambin cria de joie alors que son père le soulevait, ses petites jambes donnant des coups d'excitation. C'était une parfaite journée d'automne au bois de Boulogne, le genre qui semblait conçu pour les sorties familiales et les après-midi paresseux. Autour d'eux, d'autres familles profitèrent du temps anormalement chaud, un dernier cadeau avant que l'hiver ne descende sur Paris. Regardant Luc lancer gentiment leur fils gigotant dans l'air, Amélie s'émerveilla de à quel point il s'était complètement transformé dans l'année passée. L'homme d'affaires froid et calculateur qui avait autrefois proposé leur arrangement avec la chaleur émotionnelle d'un contrat légal était presque méconnaissable dans le père dévoué qui faisait maintenant des grimaces idiotes pour éliciter les rires ventrus de Guillaume. « Madame Leroux nous regarde encore », nota tranquillement Luc, hochant la tête vers une femme âgée élégante sur un banc proche qui les regardait avec un intérêt non déguisé. « Elle lit ses articles dans le Figaro », dit Amélie, arrangeant les restes de leur déjeuner dans le panier de pique-nique. Probablement en train d'essayer de déterminer si notre arc de rédemption est genuine. Luc renifla. « Arc de rédemption, tu passes trop de temps avec ces romancières à ta maison d'édition. » Amélie sourit, impénitente. « C'est un terme approprié. » Milliardaire au cœur froid et héritière désespérée arrange mariage de convenance, seulement pour trouver le vrai amour contre toute attente. Ça s'écrit pratiquement tout seul. « Je n'ai jamais eu le cœur froid », protesta Luc, installant Guillaume sur ses genoux. Juste, pragmatique. Tu as littéralement utilisé la phrase « Tout dans la vie est une transaction quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. » Et tu ne m'as jamais laissé l'oublier, dit Luc avec un sourire rufule, tendant la main à travers la couverture pour prendre sa main, bien que je pense avoir prouvé ma capacité pour des relations non transactionnelles depuis. Amélie serra ses doigts, la chaleur se répandant à travers elle au simple contact. Tu l'as fait, reconnut-elle doucement. L'année depuis leur confrontation avec Dubois et la conférence de presse subséquente avait été transformatrice pour eux deux. Fidèle à sa parole,
Luc avait dit la vérité complète sur leur arrangement. Comment cela avait commencé comme un accord commercial, comment cela avait évolué en quelque chose de genuine, et comment cela lui avait finalement enseigné la vraie signification de la mission axée famille de la Fondation. À leur surprise, la réaction publique avait été largement positive. L'histoire de l'homme d'affaires calculateur qui avait trouvé l'amour à travers un mariage arrangé avait capturé l'imagination publique, transformant ce qui aurait pu être un scandale en quelque chose de plus proche d'un conte de fées moderne. La transparence sur leur commencement non conventionnel semblait en fait prêter de la crédibilité à la dévotion évidente qu'ils se montraient maintenant l'un l'autre et leur fils. Les conséquences professionnelles avaient été également inattendues. Dubois avait démissionné comme président du conseil, recommandant Luc comme son remplaçant, une position que Luc avait acceptée à la condition qu'il puisse restructurer la direction de la fondation pour lui permettre plus de temps avec sa famille. Victoria, après une réconciliation pleine de larmes avec son frère, avait accepté d'entrer dans un programme de réhabilitation au lieu de faire face à des accusations, et reconstruisait maintenant prudemment sa relation avec Luc et Amélie. Le plus surprenant de tout était la transformation des éditions Dubois. Avec la sécurité financière fournie par la connexion Moreau, le père d'Amélie avait pu implémenter la stratégie numérique dont il rêvait depuis longtemps, transformant l'entreprise en difficulté en une maison d'édition numérique innovante, spécialisée dans le journalisme en profondeur. Amélie elle-même avait pris un rôle de leadership, dirigeant un nouvel imprint axé sur apporter des voix diverses à l'édition mainstream. Du travail qui accomplissait ses ambitions professionnelles tout en lui permettant encore d'être présente pour les premières années de Guillaume. « Un sou pour tes pensées, » dit Luc, interrompant sa réflexion. « Je pensais juste à tout ce qui a changé, » répliqua Amélie. « Il y a 1 an, nous essayions encore de comprendre si ce que nous avions était réel. » Maintenant, encouragea Luc quand elle s'arrêta. Amélie le regarda, vraiment regarda l'homme qui avait commencé comme son partenaire contractuel et était devenu tellement plus. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi dedans. Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Luc, cette vulnérabilité rare qui lui coupait encore le souffle quand il lui permettait de se montrer. Je pensais juste la même chose. Guillaume choisit ce moment pour faire connaître sa présence, babillant bruyamment alors qu'il tendait la main vers Amélie. Elle le prit de Luc, respirant le doux parfum de bébé de ses cheveux, alors qu'il se blottit contre elle. « J'ai quelque chose pour toi, » dit soudain Luc, atteignant dans la poche de sa veste décontractée, un changement radical des costumes impeccables qu'il avait autrefois portés comme une armure. « Ce n'est pas mon anniversaire, » dit Amélie, curieuse, alors qu'il sortait une petite boîte de velours. « Non, » convint Luc, « mais c'est un anniversaire d'une sorte. 1 an depuis la conférence de presse où nous avons dit au monde la vérité sur comment nous avons commencé. 1 an depuis que j'ai finalement admis la vérité à moi-même sur ce que je ressentais pour toi. » Amélie sentit son cœur s'accélérer alors que Luc ouvrait la boîte, révélant non des bijoux comme elle s'y était attendue, mais une clé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, déplaçant Guillaume sur sa hanche pour pouvoir prendre la clé de son nid de velours. « Un nouveau commencement, » dit Luc, paraissant soudain inhabituellement nerveux. « Je sais que nous avons tout fait à l'envers, bébé, puis mariage, puis tomber amoureux. Mais j'ai pensé que peut-être nous pourrions recommencer avec quelque chose qui est juste à nous, pas une partie de notre arrangement ou de notre histoire publique. »« Luc, de quoi parles-tu » Il prit une profonde inspiration. « J'ai acheté une maison, pas un Penthouse ou un domaine de Normandie ou quoi que ce soit associé aux industries Moreau. Juste une maison, en dehors de la ville, avec une cour pour Guillaume où jouer et un bureau pour toi, où écrire, et assez de distance de tout pour que nous puissions juste être nous. » Amélie le fixa, sans voix. « Tu détestes ça, » dit Luc, mal interprétant son silence. « J'aurais dû te consulter d'abord. C'était impulsif. »« Tu ne fais pas d'impulsif, » l'interrompit Amélie, trouvant sa voix. Luc sourit avec regret. « Je n'avais pas l'habitude. Mais toi et Guillaume avaient une façon de me faire reconsidérer beaucoup de choses que je tenais autrefois pour vérité absolue. Comme l'idée que tout est une transaction, demanda doucement Amélie. Comme ça, convint Luc. Et comme l'idée que j'étais mieux seul, que la vulnérabilité était une faiblesse,
que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Il tendit la main pour toucher la joue de Guillaume, puis laissa sa main se déplacer pour encadrer le visage d'Amélie. Cette année passée m'a appris que les choses qui ne peuvent pas être quantifiées, qui ne peuvent pas être contenues dans des contrats ou mesurées dans des rapports trimestriels, sont les choses qui valent le plus la peine d'avoir. Amélie se pencha dans son contact, son cœur plein. « Montre-moi cet achat de maison impulsif, monsieur Moreau. » Le soulagement dans le sourire de Luc était presque comique. « Maintenant ?»« Maintenant », confirma Amélie, commençant déjà à emballer leur pique-nique. « Je veux voir cet endroit mythique qui a fait agir Luc Moreau sans un plan stratégique de 12 points. » La maison n'était rien de ce qu'Amélie avait attendu. Située dans une ville tranquille à 1 heure au nord de Paris, ce n'était ni ostentatoire ni particulièrement grandiose, juste une maison de maître confortable, avec une cour étalée, des chênes anciens et un sens d'intimité que leur vie très publique avait souvent manqué. « Elle a besoin de travail », reconnut Luc, alors qu'il marchait à travers les pièces partiellement meublées, Guillaume explorant chaque nouvel espace avec des babillages excités. « Mais j'ai pensé que nous pourrions la faire nôtre, ensemble. Pas de designer, pas de considération de RP, juste ce que nous voulons pour notre famille. » Amélie s'arrêta dans ce qui était clairement destiné à être la chambre principale, prenant la vue du jardin expansif à travers les fenêtres inondées de lumière d'après-midi tardif. « C'est parfait, » dit-elle doucement. Luc vint se tenir derrière elle, ses bras encerclant sa taille, alors qu'ils regardaient tous deux Guillaume ramper avec enthousiasme à travers le tapis, enquêtant sur son nouvel environnement. « Il y a une chose de plus, » dit Luc, sa voix proche de son oreille. « Un acte d'impulsivité de plus sur lequel j'aimerais ton opinion. » Il la relâcha et tendit la main dans sa poche encore, cette fois produisant une boîte différente, plus petite, mais indéniable dans sa signification. « Luc » murmura Amélie, son cœur soudain battant. Il ouvrit la boîte pour révéler une bague, pas le diamant ostentatoire que leur récit public aurait pu exiger, mais une pièce vintage unique, avec un saphir bleu profond, entouré de pierres plus petites, qui attrapaient à la lumière dans une constellation d'étincelles. « Nous avons mal fait tout cela la première fois, » dit Luc, sa voix stable, malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Le contrat, l'arrangement, le spectacle public d'un mariage où nous étions tous deux encore incertains de ce que nous étions l'un pour l'autre. » Il prit sa main, son contact doux. « J'ai pensé que peut-être nous pourrions essayer encore. Pas pour la fondation, pas pour la presse, pas pour aucune raison sauf que je t'aime, Amélie. J'aime la famille que nous avons construite ensemble. Et j'aimerais t'épouser encore, correctement cette fois, sans contrat, ou clause, ou condition. Juste nous choisissant, de la façon dont nous aurions dû dès le début. » Les larmes remplirent les yeux d'Amélie, alors qu'elle regardait l'homme devant elle, si différent de l'homme d'affaires froid qui avait proposé leur arrangement dans une salle de réunion stérile, mais encore reconnaissable dans son intensité, sa détermination, son engagement absolu à ce en quoi il croyait. « Me demanderas-tu de renouveler nos vœux ?» demanda-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Ou de recommencer complètement ?»« Les deux !» répondit simplement Luc. « Reconnaître ce que nous étions, célébrer ce que nous sommes devenus, et nous engager à ce que nous pouvons être dans le futur. » Guillaume choisit ce moment pour se tirer debout sur la jambe de Luc, babillant avec excitation comme s'il ajoutait son propre endorsement à la proposition. Les deux parents rirent, la tension du moment se brisant en quelque chose de plus chaud, plus intime. « Eh bien, je peux difficilement dire non avec un tel soutien familial enthousiaste, » dit Amélie, souriant à travers ses larmes alors qu'elle tendait sa main. Luc glissa la bague sur son doigt, puis leva sa main pour presser un baiser sur ses jointures, un geste si inhabituellement romantique qu'Amélie sentit de nouvelles larmes menacées. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ceci, » admit tranquillement Luc. « Une famille, une maison qui est plus qu'un endroit pour dormir entre les réunions. Quelqu'un qui me voit, vraiment me voit, et choisit de rester quand même. »« Je te vois, Luc Moreau, » dit Amélie se déplaçant dans ses bras. Le bon et le mauvais, l'homme d'affaires et le père, l'homme qui pensait autrefois que tout était une transaction, et l'homme qui construit maintenant des forts de couverture dans le salon parce que ça fait rire son fils. Elle tendit la main pour toucher son visage,
s'émerveillant du voyage qui les avait amenés à ce moment. Et je te choisis. Pas à cause d'un contrat ou d'un arrangement d'affaires ou d'une obligation quelconque, mais parce que quelque part en chemin, tu es devenu la personne que je ne peux pas imaginer vivre sans. Luc l'attira plus près, son front reposant contre le sien. « Je t'aime », dit-il simplement, les mots encore assez nouveaux qu'ils portaient le poids de la révélation. « Vous deux. Plus que je n'ai jamais pensé possible. » Alors qu'ils se tenaient dans la chambre vide de la maison qui deviendrait leur foyer, Guillaume jouant contentement à leurs pieds, Amélie réfléchit sur le chemin étrange et inattendu qui les avait menés ici. Ce qui avait commencé comme un arrangement d'affaires froid s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cherché, mais tous deux avaient finalement eu besoin. Un partenariat basé non sur des conditions ou des calculs, mais sur le choix, sur la croissance, sur la décision quotidienne de se voir comme ils étaient vraiment, et de s'aimer quand même. Pas la fin que l'un ou l'autre d'eux avait envisionnée quand ils signèrent ce contrat original, mais une infiniment plus satisfaisante qu'ils auraient pu planifier. 6 mois plus tard, par un parfait après-midi de printemps, Amélie et Luc se tenaient sous un canopé de cerisiers en fleurs dans le jardin de leur maison maintenant rénovée, entourés d'un petit rassemblement de ceux qui comptèrent le plus pour eux. Guillaume, maintenant 18 mois et marchant instablement, était tenu par Élisabeth Dubois, tandis que Richard rayonnait fièrement à côté d'eux. Dubois se tenait comme témoin de Luc, leur relation autrefois adversariale, transformée en un mentorat qui avait enrichi les deux. Même Victoria était présente, son sourire hésitant preuve de la guérison qui avait commencé entre les frères et sœurs, un processus non sans ses défis, mais entrepris avec la même détermination que Luc apportait à tout ce qui comptait pour lui. La cérémonie était tout ce que leur premier mariage n'avait pas été. Intime plutôt que grandiose, authentique plutôt qu'orchestré, rempli d'émotions genuines plutôt que de moments calculés de relations publiques. Quand ils prononcèrent leurs vœux, écrits par eux-mêmes cette fois, pas par des avocats ou des équipes de RP, il n'y avait pas besoin de déclarations dramatiques ou de performances publiques. La vérité de ce qu'ils avaient construit ensemble était évidente dans chaque regard partagé, chaque sourire privé, chaque moment de connexion qui n'avait besoin d'aucun mot pour exprimer sa profondeur. « Quand nous nous sommes rencontrés, » dit Luc, tenant ses 2 mains dans les siennes, « je pensais savoir exactement ce que je voulais. Succès, reconnaissance, contrôle. Ce que je ne savais pas était combien vides ces choses se sentiraient sans quelqu'un avec qui les partager. » Il regarda Guillaume, qui tentait de manger un pétale de fleurs, tandis qu'Élisabeth intervenait discrètement. « Toi et Guillaume m'avez appris que les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent pas être contractées ou contrôlées. Elles peuvent seulement être données librement, acceptées avec gratitude et chéries complètement. » Amélie serra ses mains, ses propres vœux montant facilement à ses lèvres. « J'avais l'habitude de penser que les histoires d'amour suivaient un certain script, rencontres mignonnes, tombés amoureux, ils vécurent heureux pour toujours. Ce que j'ai appris avec toi est que le vrai amour ne suit pas un script. Il s'écrit dans les moments quotidiens de choix, dans les tétés de fin de nuit et les cafés de petit matin, dans les désaccords travaillés et les compromis atteints, dans toutes les façons dont nous nous choisissons, pas une fois dans un grand geste, mais chaque jour dans 1000 petits. » Alors qu'ils scellaient leur engagement renouvelé avec un baiser, Guillaume se libéra de la prise d'Élisabeth et se dandina déterminément vers eux, refusant d'être exclu du moment familial. Luc le souleva sans briser le baiser, les 3 ensemble dans une étreinte qui symbolisait tout ce que leur voyage non conventionnel avait créé. Plus tard, alors que le crépuscule descendait et leur petit groupe d'invités profitait de la réception intime sur la terrasse, Amélie se trouva se tenant légèrement à l'écart, regardant alors que Luc, avec Guillaume perché sur ses épaules, s'engageait dans une conversation animée avec son père à propos de la dernière initiative numérique des éditions Dubois. « Il est différent avec vous, » dit Victoria, apparaissant à côté d'elle avec 2 verres de champagne, dont elle offrit un à Amélie. « Je reconnais à peine mon frère parfois. » Amélie accepta le verre avec un sourire. « Je pense qu'il a toujours été cette personne. Il avait juste besoin de permission pour laisser ce côté de lui-même exister. » Victoria hocha la tête pensivement. « Quand nos parents sont morts, Luc est devenu tout pour moi.
Père, mère, frère, fournisseur. Il était si concentré sur s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin qu'il ne s'est jamais permis d'avoir besoin de quoi que ce soit. Elle sirota son champagne, son regard s'adoucissant alors qu'elle regardait son frère avec son fils. Je pense que c'est ce que Roussel a vu en lui, quelqu'un si déterminé à être fort qu'il avait oublié comment être vulnérable. « Et que voyez-vous maintenant » demanda tranquillement Amélie. Victoria considéra pendant un moment. « Quelqu'un qui a finalement trouvé son chemin à la maison », dit-elle simplement. Comme s'il sentait qu'elle parlait de lui, Luc leva les yeux, ses yeux trouvant ceux d'Amélie à travers la terrasse. Même après tout ce temps, l'intensité de son regard envoyait encore un frisson à travers sa poitrine. Pas la tension méfiante de leur première rencontre, mais la reconnaissance chaleureuse d'être vraiment vu et profondément connu. Luc dit quelque chose à Richard, puis souleva Guillaume de ses épaules et se dirigea vers elle, son sourire grandissant alors qu'il s'approchait. « Tout va bien par ici » demanda-t-il, notant les expressions sérieuses sur leur visage. « Parfait », l'assura Amélie, se penchant alors que son bras libre glissait autour de sa taille. « Juste parfait. » Et alors que Guillaume tendait la main vers elle, babillant joyeusement, Amélie réalisa que c'était vrai. Pas parfait dans le sens d'impeccable ou sans défi. Leur chemin avait contenu trop de complications pour ce genre de fin de conte de fées. Mais parfait dans son authenticité, dans la connexion genuine qu'ils avaient de forger d'un commencement si improbable. Ce qui avait commencé comme un contrat froid entre étrangers s'était transformé en le plus chaud des amours, un construit sur le choix et la croissance et l'engagement quotidien de se voir clairement et de s'aimer complètement. Une fin inattendue, peut-être, mais la seule qui aurait pu vraiment compléter leur histoire.